Bonjour à toutes et tous mes chers collègues. Mon général, comme vous le savez, l'espace aérien de quelques pays européens a été récemment survolé par des drones d'origine inconnue ayant occasionné des perturbations importantes de trafic aérien des aéroports civils concernés. En France, d'ailleurs, la presse a fait écho de survols de drones identifiés autour du camp de Mourmelan, mais également lundi dernier au-dessus de l'entreprise Eurenco à Bergerac. La menace drone constitue bel et bien une nouvelle menace du quotidien pour nos démocraties que la défense aérienne intégrée, c'est-à-dire la combinaison de différents moyens terrestres, aériens et maritimes, doit prendre en compte avec le plus grand sérieux. Pour évoquer plus en détail cette menace, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir le général de corps aérien Marc Lebouilly, récemment nommé commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes après avoir commandé les forces armées en Guyane pendant près de 2 ans. Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, basé à Lyon-Montverdun, est le principal architecte de la posture permanente de sûreté aérienne mise en œuvre par l'armée de l'air et de l'espace. Dans le cadre de cette posture, l'armée de l'air et de l'espace doit détecter et classifier l'ensemble des menaces issues du trafic aérien dont les drones font partie. La lutte anti-drone est l'un des défis majeurs de l'arrière, pour reprendre les termes utilisés par le chef d'état-major des armées de l'armée de l'air et de l'espace. Les moyens de détection, l'identification, la neutralisation de la menace drone doivent être renforcés afin de bâtir une défense multicouche résiliente. Nous nous en étions d'ailleurs inquiétés avec mes collègues Yannick Chenevard et Sébastien Saint-Pasteur à l'occasion de notre rapport d'exécution de la loi de programmation militaire 2024-2030, dans lequel nous appelions à être au rendez-vous des sauts technologiques et de la lutte anti-drone. Vous aurez certainement à cœur, mon général, de nous expliquer les réponses à cet appel. Quelles sont les mesures de réarmement dont bénéficie ce segment si important, que ce soit dans le cadre d'un combat de haute intensité, comme nous le montre l'exemple ukrainien, ou au Haut-Karabakh, ou dans le cadre d'attaques hybrides. Mon général, sans plus attendre, je vous cède respectueusement la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission de défense, Mesdames et Messieurs les députés, donc, vous l'avez rappelé, depuis le 1er août 2025, j'occupe les fonctions de commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, communément appelées comme DAOA. Mes responsabilités s'articulent autour de 2 missions fondamentales que j'exerce en permanence, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Ma première mission, c'est bien de protéger le territoire national et nos concitoyens. Donc, sous l'autorité du Premier ministre, vous le savez, j'assure la posture permanente de sûreté aérienne et la police du ciel. Au-delà de la police du ciel, je suis responsable, sous l'autorité du chef d'état-major des armées, de défendre notre espace aérien par la mise en œuvre des plans opérationnels de défense aérienne du territoire face à une menace militaire. Et de plus, je suis chargé de l'exécution des plans et de la conduite des autres opérations aériennes, qu'elles soient menées au-dessus ou à partir du territoire métropolitain. Et puis j'apporte également un appui opérationnel aux autres armées, aux forces spéciales, au commandement supérieur des forces armées en Outre-mer, au commandant des forces à l'étranger et aux autorités civiles comme les préfets, dès lors qu'il s'agit de mettre en œuvre des moyens aériens. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, si c'est moi, au regard des attributions que je viens de rappeler, qui intervient devant vous aujourd'hui pour répondre à la question qui vous préoccupe, à savoir si les moyens et l'organisation de la lutte anti-drone sont adaptés aux menaces actuelles et aux enjeux futurs, ce n'est sans doute pas un hasard. C'est certainement parce qu'une grande partie de la réponse consiste déjà à voir la solution comme procédant d'une approche multicouche au plan technique, interministérielle au plan des responsabilités et intégratrice
au plan de la mise en œuvre des mesures de protection en temps réel. Multicouche, interministérielle, intégratrice. Donc, en définitive, quelque chose d'assez proche de ce que je fais déjà pour la mission permanente de sûreté aérienne. Je structurerai mon propos en 3 axes. Premièrement, je m'arrêterai sur les caractéristiques des drones, les paramètres propres à la lutte anti-drone. Ensuite, il convient d'analyser la menace que constitue le drone ou les drones, parce qu'en ce domaine, il y a des drones de différentes natures, et je décrirai l'état des lieux ministériels et interministériels de la réponse aujourd'hui sur la lutte anti-drone. Et enfin, et je pense que c'est aussi votre interrogation, quelle est la direction prise? Où placer judicieusement nos efforts? Je vous présenterai donc les travaux capacitaires et organisationnels en cours, ainsi que leurs perspectives d'évolution au moment, et vous le savez mieux que moi, où se déroulent des réflexions et des travaux d'adaptation de la loi de programmation militaire. Pour revenir sur les caractéristiques des drones et les paramètres qui sont propres à la lutte anti-drone. Qu'est-ce qu'un drone? Alors le terme drone, ça me paraît toujours important de au moins définir en quelques mots les termes du débat. Donc le terme drone désigne une catégorie d'engins aux caractéristiques techniques et opérationnelles et juridiques extrêmement variées. Et donc, première conclusion, cela rend complexe l'élaboration d'une réponse unique et exhaustive. Les drones, ils sont déployés dans des secteurs aussi divers que le loisir, le transport, la géographie, la reconnaissance militaire, la reconnaissance civile, les opérations sous-marines. Pour cette analyse aujourd'hui, je me concentrerai, si vous le permettez, Monsieur le Président, sur le segment aérien. Bien que les drones maritimes, comme s'observer en mer Rouge, présentent également un sujet d'intérêt pour les forces navales. Mais bien, c'est le secteur aérien qui nous préoccupe aujourd'hui. Dans ce secteur, on observe une diversité remarquable des tailles et des capacités des drones. On n'a pas toujours en tête le fait qu'il y a des micro-drones de la taille d'un ongle, capables de se fixer discrètement sur un vêtement pour infiltrer des zones protégées. Il y a des drones de type MAL, comme le Reaper, qui agissent à l'échelle d'un théâtre d'opération, ou le Global Hawk à l'échelle stratégique. Et puis, il y a les modèles intermédiaires que vous connaissez bien, comme le Shahed, largement utilisé par les Russes en Ukraine. La conséquence directe de cette diversité, c'est que la nature de la réponse à apporter varie véritablement selon le type de drone. Les portées et les autonomies des drones sont également très variables. Pour certains drones, il s'agit de quelques minutes de vol. Pour d'autres, on est sur plusieurs heures, voire parfois la journée. Dans le domaine des drones, sans doute aujourd'hui, plus qu'ailleurs, s'illustre le principe du glaive et du bouclier. Les drones ont cette caractéristique de s'adapter en permanence aux contre-mesures. J'ai 2 exemples. Pour contrer le brouillage des liaisons entre le drone et son télépilote, qui était l'effort principal que l'on avait, on brouillait cette liaison. Eh bien, on a des modèles qui sont développés aujourd'hui, qui utilisent un guidage par fibre optique, dit filaire, avec des fils de plusieurs kilomètres. En Ukraine, un autre exemple, il a été constaté que les drones Shahed avaient été équipés de caméras arrière, puisqu'il y avait eu le développement technique de drones suicides chargés de les intercepter. Et donc, ils sont équipés de drones à l'arrière qui font que lorsqu'un drone arrive pour les intercepter, de caméras, lorsqu'un drone arrive pour les intercepter, eh bien, ils évitent l'action. Donc, une donnée clé que je partage avec vous, en Ukraine, le délai moyen entre l'apparition d'une nouvelle technologie drone et le développement d'une parade est de l'ordre de 6 semaines. Donc, 6 semaines pour le cycle d'adaptation capacitaire des drones. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure pour les solutions. Les défis aujourd'hui que présente la lutte anti-drone sur le territoire national. Le premier, il est vertical. On est en train de parler d'un domaine où il y a une conjonction des milieux entre la surface et l'air. Il n'y a pas aujourd'hui, et c'est différent des avions quand même, il n'y a pas aujourd'hui de drone en l'air sans télépilote qui a les 2 pieds au sol. Il faut donc une continuité de traitement entre la protection défense des installations et la partie sûreté aérienne, qui est historiquement de ma responsabilité. Et donc, c'est là qu'on parle d'une approche multicouche, sans séparation stricte des domaines, parce que ce n'est pas possible de les séparer ainsi. Finalement, le drone, c'est de l'hybridité entre la 2D et la 3D. Le deuxième défi, c'est celui de la profondeur stratégique ou de l'arrière dont vous parliez, Monsieur le Président. Il s'agit pour les drones, et on redécouvre cette affaire-là, de protéger au cœur même de notre territoire, sans espace tampon.
avec une activité de drone civil qui se développe de manière exponentielle. Et donc c'est compliqué. C'est compliqué, il faut en conséquence discriminer. Ça veut dire détecter, identifier, renforcer nativement la protection des sites, qu'ils soient de l'État ou privés, mais d'importance. S'appuyer sur une réglementation qui facilite cette discrimination, nous allons en reparler. Et puis, je l'esquissais déjà, il faut avoir des opérateurs publics et privés qui réduisent leur vulnérabilité. Je parle là de protection passive, de détection. Dit autrement, et sans être taquin, on n'est pas obligé de laisser nos objets les plus sensibles ou les plus fragiles à l'air libre, sans filet, sans couverture, etc. Le troisième défi, il est transversal. C'est celui de l'organisation, du commandement de cette lutte anti-drone aujourd'hui. Cette lutte anti-drone, elle implique une collaboration étroite entre tous les acteurs ministériels, les préfets, les opérateurs particuliers comme les gestionnaires d'aéroports ou les opérateurs d'installations sensibles. Nous en parlions avec le site de construction des poudres. Et donc, il faut dans tout cela un intégrateur. En l'espèce, aujourd'hui, l'intégrateur, c'est l'armée de l'air et de l'espace au travers du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. Il faut un intégrateur et puis il faut veiller à ce que l'ensemble des outils développés dans le secteur étatique ou dans le secteur privé puissent communiquer entre eux pour que les informations et les données liées à la lutte anti-drone soient bien partagées et que cet intégrateur ait finalement la vision la plus complète pour pouvoir agir ou aider à agir. Dans le domaine de la lutte anti-drone, je crois qu'il faut rappeler qu'il y a deux contraintes qui s'imposent à nous. La première, c'est le développement économique lié aux drones. En 2024, nous avons 148 000 exploitants enregistrés auprès de la DGAC, ce qui est en hausse de 26% par rapport à 2023. Le nombre d'usagers en France de drones, c'est de l'ordre de 400 000. Donc nous avons un arrêté espace qui vise à encadrer cette croissance, mais on voit bien qu'il faut l'encadrer, la réguler, sans la figer. Et enfin, la deuxième contrainte, je crois, pour nous, en particulier au sein du ministère des Armées, c'est de rester à la hauteur d'une technologie qui, d'un côté, est en évolution permanente, donc sans décrochage capacitaire, vous avez vu le cycle d'évolution du drone, mais également sans s'épuiser, et avec des solutions techniques qui, d'une part, peuvent être travaillées collectivement, et ensuite, ne nous coûtent pas un bras non plus. Lorsque l'on parle à présent lorsqu'on s'arrête sur la menace, donc on a parlé des drones dans leurs caractéristiques, mais maintenant, quelle est la menace qu'ils représentent et puis quel est l'état des lieux de la lutte anti-drone aujourd'hui en France. Donc j'ai donné les caractéristiques des drones, mais il faut s'arrêter aussi sur les menaces représentées par ces différents drones. On le voit bien, ils peuvent être utilisés à des fins militaires, à des fins terroristes, à des fins criminelles, avec des effets qui sont variés et déstabilisateurs, mais je voudrais en rappeler quelques-uns sur les menaces. Ce qui vient tout d'abord à l'esprit, sans doute, c'est l'emport d'armement, les drones suicides, c'est ce qui était exploité dès 2010 par le Hezbollah, mais plus récemment, nous avons entendu parler d'un projet d'attentat contre le Premier ministre belge, par exemple. Deuxième aspect, c'est l'espionnage. Donc en septembre 2025, on a eu des drones qui ont survolé des plateformes aéronautiques au Danemark, et on souligne ainsi la vulnérabilité des infrastructures les plus sensibles. Il y a la saturation des défenses aériennes, illustrée aussi en septembre 2025 par les 24 drones Gerbera qui ont pénétré l'espace aérien polonais et qui ont illustré aussi le risque que peuvent représenter des essaims de drones pour saturer les systèmes de défense. On pense naturellement aux questions de sabotage ou d'accidents provoqués, à des survols de pistes, y compris des pistes d'aéroports civils, aux collisions, aux perturbations, y compris économiques, engendrées par des activités de drones non maîtrisées. Derrière cela, on voit poindre un impact psychologique, la création d'un climat d'insécurité, de stress au sein des populations civiles. Et puis, dès lors qu'on est sur la lutte anti-drone, à part les satellites, encore pas tous, tout objet lancé en l'air a tendance à vouloir retomber. Et donc, il y a des risques collatéraux lorsque l'on veut traiter un drone. Et il faut traiter cette question des retombées des drones neutralisés sur des zones habitées ou sur des objets sensibles. Quelques mots sur le cadre juridique et l'organisation de la lutte anti-drone en France. Alors tout d'abord, on ne le sait sans doute pas assez, mais il y a une réglementation très précise et très stricte qui encadre l'activité des drones et qui, pour moi, peut mettre
peut être mise en parallèle avec la réglementation qui concerne les armes à feu et l'utilisation des armes à feu. Pour faire simple, il y a une réglementation sur le matériel. Ce matériel doit être déclaré, notamment si on l'utilise de façon spécifique. Donc on a des caractéristiques, si le drone fait plus de 250 grammes, s'il fait plus de 800 grammes, s'il fait plus de 25 kilos. Et selon les zones dans lesquelles on l'utilise, il y a une déclaration de l'objet drone. Et ensuite, la réglementation impose aussi de déclarer l'exploitant, le télépilote, celui qui met en œuvre le drone, en fonction du drone qu'il utilise et aussi de la façon dont il l'utilise et du lieu dans lequel il va l'utiliser. Cela peut par exemple se traduire par un exploitant qui veut faire une reconnaissance géographique, par exemple, d'une zone d'agriculture et qui va devoir déposer son plan de vol 5 jours à l'avance et avoir en sa possession, lorsqu'il met en œuvre le drone, le certificat qui démontre qu'il a bien eu la bonne formation pour mettre en œuvre son drone. Donc on est dans un système qui est nativement encadré. Pour autant, j'ai en tête que la plupart des activités de loisirs, c'est-à-dire en vue directe du drone, avec des drones qui font moins de 250 grammes, elles ne demandent pas davantage de règles que les vols du LM. Et cela peut, je crois, se comprendre. Voilà pour le cadre juridique. Alors ce cadre juridique, ce cadre réglementaire, qu'est-ce qu'il permet de faire pour la lutte anti-drone? Eh bien, moi je crois vraiment que la loi aujourd'hui nous permet dans l'immense majorité des cas de contrer la menace drone jusqu'à sa destruction. La loi le permet. Après, il faut les outils pour le faire, mais la loi le permet. Pourquoi? Parce que tout drone aujourd'hui qui est classifié comme présentant une menace peut être neutralisé. On a le droit de le faire. Alors de deux façons différentes, soit dans des zones particulières, soit à l'extérieur. Dans des zones particulières, en particulier pour le ministère des Armées, les armées sont autorisées à neutraliser les drones aériens dans le cadre de la protection des installations militaires. Nous sommes autorisés à brouiller les drones. Il faut une petite étude quand même de compatibilité, être sûr que quand on va brouiller les drones, on ne va pas détruire le radar à côté ou endommager tel ou tel système. Donc il y a une étude de risque autour sur les signaux qui sont générés. Mais donc nous avons le droit de brouiller des drones. Tout drone qui est estimé menaçant pour le personnel, pour le matériel, pour les activités militaires, peut, et doit d'ailleurs, faire l'objet de mesures de neutralisation. Et cette notion de menace, elle englobe les drones qui pénètrent au-dessus des installations militaires, ou dont la trajectoire le laisse supposer, qui pénètrent dans les zones interdites de survol, à titre temporaire ou permanent, c'est le cas de Paris, ce qu'on appelle la P23, et de tout drone qui s'approche du personnel ou de matériel militaire, même lorsqu'il est déployé à l'extérieur des enceintes militaires. Et enfin, hors des enceintes militaires, les agents de l'État sont autorisés à neutraliser un drone en cas de menace imminente. Enfin, c'est le code de la sécurité intérieure. Hein. Donc, les agents de l'État sont autorisés à neutraliser un drone en cas de menace imminente dans les cas suivants. Pour les besoins de l'ordre public, pour les besoins de la défense, de la sécurité nationale, et donc aussi du secret de la sécurité nationale, pour les besoins du service public de la justice, et pour prévenir le survol d'un aéronef, d'un drone, d'une zone mentionnée comme étant interdite selon le Code des transports, c'est l'article L6211-4, et donc ce sont les zones que l'on indique comme PAPA. Donc les zones particulières, il y en a à peu près 200 en France. En revanche, ce sera sans doute une de vos interrogations, mais les opérateurs privés, aujourd'hui, je ne vais pas citer lesquels, mais ils peuvent détecter. Et ils ont même, on les encourage à se doter de moyens de détection des drones. En revanche, ils ne sont pas aujourd'hui autorisés à brouiller ou à détruire les drones. Alors, on en vient à ce que nous savons faire aujourd'hui en termes d'efficacité. Aujourd'hui, j'affirme que nous savons opérer la lutte anti-drone à l'échelle de volumes restreints ou temporaires. Et que dans ces volumes-là, nous savons le faire, nous savons bien le faire. Quand je parle de volumes restreints ou temporaires, nous avons en tête les Jeux Olympiques, le Bourget. Encore hier matin, le 11 novembre. Donc, les sommets de l'État, des chefs d'État. Donc, nous savons opérer la lutte anti-drone de manière efficace dans des volumes qui sont connus, mais qui ne sont pas tellement étendus, ou temporaires. Typiquement, les Jeux Olympiques de 2024. 397 détections de drones non autorisés dans les environs. 91 brouillages effectués, 85 interpellations. Aucun incident malveillant détecté. Recensé en tout cas. Donc on a bien un dispositif qui est dissuasif, avec une coordination
interministérielle quotidienne, système de poupée gigogne, de multicouches, et avec un intégrateur qui était identifié, qui est toujours, qui est le CDAOA. Et donc pour faire cela, les armées disposent de moyens capacitaires dédiés à chaque phase de la lutte anti-drone. Donc avec détection et brouillage, vous entendez parler de systèmes Basalt, Parade, Milad, drone bloqueur. Je retiens que ce sont des systèmes un peu en millefeuille, c'est-à-dire que nous sommes dotés au gré des évolutions et des améliorations technologiques. C'est un enjeu aussi. Il faut réussir à avoir des systèmes qui sont cohérents les uns entre eux, les uns avec les autres. Et donc, il faut arriver à dépasser cette construction finalement par couche parce qu'elle pose un certain nombre de problèmes d'intégration. Il y a des brouilleurs, des fusils brouilleurs au sol ou en vol. Typiquement en vol, c'est à bord des hélicoptères Fennec, par exemple, qui peuvent mettre en œuvre et très rapidement ces brouilleurs. La question essentielle, c'est quand même celle de l'identification et de la classification. Est-ce que le drone est dangereux ? Est-ce qu'il ne respecte pas la réglementation? Donc, il y a un travail sur la réglementation qui nous aide, sur le renseignement, l'analyse du comportement et des synthèses vis-à-vis des programmes d'intégration. On parle du système SAP, par exemple, pour avoir une vision qui est unique et partagée. Et puis, nous avons des systèmes de neutralisation. On a évidemment les fusils de chasse, calibre 12 mm. Donc, il faut quand même former les opérateurs pour tirer plutôt vers le haut. Des canons et des tireurs embarqués, de l'artillerie antiaérienne, comme le Rapid Fire qui se développe. Et puis aussi, parfois, la destruction. Une fois que le brouillage a opéré et a bloqué le drone, eh bien, on le détruit au sol, en s'assurant qu'il ne présente pas de danger particulier. Et donc, il y a des affaires de NEDEX, vérifier qu'il n'y a pas d'explosifs. La neutralisation, c'est aussi appréhender le télépilote. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a une coordination étroite, H24 aujourd'hui, avec les forces de sécurité intérieure. Dès lors qu'on détecte un drone, eh bien, il y a des patrouilles de gendarmerie ou de police qui partent détecter et trouver le télépilote. Est-ce que tout va bien dans la lutte anti-drone? D'évidence, non. Il faut passer à l'échelle. Passer à l'échelle pour dépasser en fait, le cadre des dispositifs locaux dont je parlais et assurer une protection plus étendue sur le territoire national. Et donc c'est la direction qui est prise aujourd'hui. C'est ce passage à l'échelle. Il faut davantage de moyens, il faut mobiliser et impliquer les autres opérateurs, développer des solutions plus agiles d'adaptation dans la course entre le glaive et les boucliers pour les drones. Alors, il faut, mais surtout, c'est fait. Donc, du point de vue capacitaire, on travaille sur davantage de détection, davantage de moyens de classification, davantage de capacité de neutralisation. C'est bien ce qu'on est en train d'acquérir. Parce qu'il faut lever les doutes. Aujourd'hui, on voit, ou on croit voir, des drones partout. Il n'y en a pas toujours partout. Et donc, il faut un effort sur la détection et ensuite sur le brouillage. Donc il faut améliorer les systèmes existants, mais il faut aussi en acquérir davantage. Il faut mailler un peu davantage les zones les plus sensibles. Et pour cela, on a des projets en cours, des radars passifs qui sont développés de façon à mailler le territoire, des capteurs acoustiques low cost, le coût est important pour nous évidemment, et des radars passifs spéciaux pour les mini-drones. Il faut doter nos moyens d'aide à la décision, je pense à l'intelligence artificielle, pour finalement, à partir d'un certain nombre de signaux, radars ou visuels ou sonores, caractériser les drones et différencier entre eux, les différencier des avions lents, des hélicoptères, même d'oiseaux, de façon à ce que l'on met en œuvre les capacités de neutralisation, on ne mette pas en danger aussi l'ensemble des systèmes. Et ça, c'est typiquement une culture que l'on a développée dans la sûreté aérienne. Donc la neutralisation, vous l'avez évidemment en tête, il ne faut pas gaspiller des munitions du haut du spectre face à des drones peu coûteux. Même si, je me permets de dire que ce qui fait le prix d'un drone, ce n'est pas le drone, c'est ce qu'il menace. Donc ce sont bien les travaux qui sont en cours au sein de la Task Force lutte anti-drone au sein de la DGA et de l'EMA aujourd'hui. Et donc il y a des projets de drones intercepteurs par destruction cinétique, de systèmes à énergie dirigée. On a en tête le laser ELMA, mais il y a aussi le système d'énergie dirigée à partir d'ondes qui est prometteur, car il s'agit aussi de travailler sur les essaims de drones. Et les essaims de drones, on ne les aura pas à coup par coup, donc ils font des systèmes un peu plus larges, et les énergies dirigées le permettront. On pense aussi à des roquettes guidées à partir d'avions ou d'hélicoptères. Donc tout cela est en chemin. En termes d'organisation, je crois qu'il est important de faire endosser la lutte anti-drone aussi à d'autres acteurs qui sont concernés. Et donc il faut les impliquer. La menace drone, elle affecte évidemment les entités du ministère des Armées et de l'ensemble des ministères, mais également d'autres acteurs et d'opérateurs privés. Et donc le secrétaire général à la Défense et à la Sécurité nationale, le SGDSN, travaille activement sur cette affaire-là. Il y a un volet réglementaire. Il faut travailler sans doute à autoriser le brouillage et la neutralisation des drones, y compris par les opérateurs privés.
Et pour nous, étendre les prérogatives de lutte anti-drone au-delà des clôtures des emprises sensibles. Parce qu'il est difficile de se défendre dos à la clôture. Donc il faut du champ, il faut des zones tampons pour nous. Et puis il y a le volet capacitaire. Il faut inclure, à mon sens, les opérateurs privés dans le champ des expérimentations, des innovations, en permettant un cycle de certification et d'achat des systèmes qui soient adaptés à l'évolution de la menace, qui garantissent une interopérabilité et une compatibilité entre les différents systèmes privés ou étatiques. Et je pense qu'il y a aussi un volet financier. Aujourd'hui, on peut avoir des appuis de financement par l'Union européenne. Et puis peut-être faire en sorte que les opérateurs privés, peut-être via leur assurance, soient incités à se doter de systèmes de lutte anti-drone, comme aujourd'hui on met des doubles serrures ou on met des barreaux aux fenêtres. Eh bien, je crois qu'il y a des choses à penser sur la protection vis-à-vis des drones. Et sur la méthode, il faut centraliser les réponses et maîtriser le bouillonnement des innovations capacitaires et des évolutions réglementaires. C'est bien ce qui est mené aujourd'hui par l'état-major des armées et la DGA. Et c'est bien ce qui est fait par le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Ma conclusion, on sait ce qu'il faut faire. On sait comment le faire, et à présent, mais il faut le faire. Il faut passer à l'échelle. L'actualité récente, elle souligne, vous le disiez, Monsieur le Président, l'urgence d'une réponse efficace contre la menace drone. Et donc, sous l'égide du SGDSN, les armées et les ministères, ils travaillent activement en renforçant la capacité de détection, d'identification, de neutralisation, en optimisant l'organisation par une meilleure coordination interministérielle et de délégation tactique, en adaptant, il faut continuer à le faire, le cadre juridique en matière de sanctions, en matière d'enregistrement des exploitants, en matière de matériel enregistré et en matière de judiciarisation. Donc je le disais, il faut que chacun s'équipe. L'enjeu clé, c'est faire progresser la lutte anti-drone de manière cohérente et coordonnée aujourd'hui. Il faut éviter tout décrochage technologique opérationnel. On a des adversaires, également des criminels, en constante innovation. Et donc c'est l'objectif fast track que le SGDSN instruit au profit de l'ensemble des ministères. Et il faut continuer, je me permets d'insister sur ce point, à réguler cette activité des drones civils, faire respecter la réglementation, sanctionner, judiciariser les manquements. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis à votre disposition pour échanger évidemment sur ces sujets et répondre à vos questions. Merci beaucoup, mon général, et à nous de vous fournir les moyens financiers de tout ça, parce que sans budget, on ne pourra pas progresser dans ces domaines qui sont essentiels, comme vous avez pu nous le rappeler. Nous allons donc passer aux orateurs de groupe, et nous allons commencer par Thierry Tesson pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Bonjour mon général, vous avez parfaitement expliqué la complexité de ce mot valise qu'on utilise maintenant lorsqu'on parle de drone, à la fois la variété des attaques et la variété des réponses. Et au fond, on arrive peu à peu à ce qu'on pourrait peut-être appeler une guerre des machines. Alors l'Ukraine a parfaitement démontré l'évolution du type de combat. À la fois, vous l'avez dit, les drones Guran russes qui saturent les défenses aériennes et qui permettent aussi, au-delà, des attaques en profondeur sur les infrastructures. Mais à l'inverse, on a vu aussi l'Ukraine répondre avec beaucoup d'habileté, improviser des réponses et utilisant des techniques duales, comme vous l'avez fort bien dit. On voit bien que là, on est probablement sur une évolution fondamentale, majeure, comme on le voit d'ailleurs dans les opérations d'infanterie. Je crois qu'historiquement, là, on est sur une bascule. Et donc, le fait est que pour notre territoire national, comme vous l'avez rappelé, cette lutte est un enjeu de sécurité nationale tout à fait important. On a vu les violations des espaces aériens de nos alliés. On pense à la Pologne, vous en avez parlé, mais on note d'ailleurs que le 9 septembre dernier, en Pologne, 23 drones russes sont rentrés et seulement, sur l'on croit les sources, 4 seulement ont été abattus, donc ça démontre un peu la vulnérabilité. Même chose en France, puisqu'on a eu à Mourmelon-le-Grand un survol, et puis vous l'avez dit, Eurinco, alors très récemment. Et alors à chaque fois, moi, ça me paraît toujours un peu mystérieux, et quand c'est mystérieux, ça souligne la vulnérabilité. Quand on ne sait pas vraiment ce que c'est, ça veut dire que n'importe quoi peut arriver. D'où mes questions. Nos bases sont-elles aujourd'hui suffisamment protégées face à cette menace émergente, notamment les bases aériennes et navales participant à la dissuasion? Deuxièmement, quelles réponses concrètes nos armées entendent-elles apporter pour renforcer la protection de notre espace aérien? Et enfin, quelles mesures vous paraissent prioritaires pour consolider durablement notre posture de défense anti-drone? Je vous remercie, mon général. Merci, mon général. La parole est à vous.
Monsieur le député, vous mettez effectivement l'accent ou le point sur la sensibilité des sites qui sont stratégiques pour nous. On parlait de la défense de l'arrière. C'est bien cela. Donc nous avons des bases qui sont extrêmement sensibles, en particulier les bases qui participent à la dissuasion nucléaire ou les ports qui participent à la dissuasion nucléaire. Par rapport à ces, évidemment, c'est d'abord le cœur de nos priorités de défense. Et là, nous avons une approche multicouche. Cette approche multicouche, je ne vais pas vous dire qu'elle est étanche à tout drone de quelques grammes qui passerait par-dessus. En revanche, cette approche multicouche, ça permet aujourd'hui de garantir la protection physique des moyens de la dissuasion nucléaire. Ça les garantit parce que nous avons des systèmes de détection avancés, nous avons des systèmes autour des bases, on peut même aller jusqu'au guet à vue, et des systèmes radars, le système Parade, le système Basalt, qui permettent deux choses. Un, d'intervenir auprès des drones qui arriveraient, de les détecter H24, les systèmes qui sont déployés H24 sur ces affaires-là, de les détecter avec deux systèmes. Un, les neutraliser, les ralentir. Et deux, pendant ce temps-là, on a travaillé, ce que je disais tout à l'heure, sur la mise à l'abri, sur la protection native, passive, des systèmes de dissuasion nucléaire qui ne sont pas exposés en champ libre et qui donc sont dans des systèmes qui déjà sont protégés pour des attaques aériennes performantes et donc naturellement ils sont protégés contre des drones de quelques grammes. Mais du point de vue réputationnel, du point de vue de l'espionnage également, du point de vue des prises d'informations que peuvent générer les drones, la réponse aujourd'hui c'est qu'il faut avoir encore davantage de moyens, encore plus efficaces pour d'abord détecter et discriminer et s'assurer que ce sont bien des drones qui sont là et ensuite apporter les réponses de neutralisation. Et nous continuons évidemment à développer les réponses passives de protection qui me paraissent essentielles parce que on ne pourra pas garantir une étanchéité à 100% complète. Ce n'est pas, à mon avis, la bonne approche. La bonne approche, c'est du multicouche et c'est de la gestion comme ça du niveau de risque avec les objets les plus précieux qui sont évidemment au fond du coffre-fort. D'ailleurs, pour compléter la question de mon collègue, en général, les centrales nucléaires sont protégées par des agents d'État ou des agents privés ou les deux? Alors, les centrales nucléaires, elles sont protégées par des agents d'État aujourd'hui et des agents privés. Il y a les deux. Ça veut dire que quand c'est les privés, ils ne peuvent pas utiliser les moyens anti-aériens, quoi. Oui. Alors, en parlant des drones, je reviens sur la vision globale multicouche. Typiquement, moi, dans le ciel de France, les centrales nucléaires, elles sont identifiées. Il y a des zones d'interdiction de survol. Et donc, du point de vue aérien, nous surveillons tout ce qui se passe autour. Nous surveillons du point de vue des militaires de l'armée de l'air, nous surveillons aussi du point de vue des forces de sécurité intérieure. Et donc, dès qu'il y a une détection possible de drones ou autre, les agents sont en contact aussi avec les forces de sécurité intérieure qui vont tout de suite chercher à identifier les télépilotes et les pilotes de drones. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la plupart du temps, les centrales nucléaires ne sont pas en centre-ville, elles sont dans des endroits qui sont tout de même avec beaucoup d'espace autour. Et donc, un télépilote qui agit à 4 ou 5 km d'une centrale nucléaire, il doit pouvoir être vu, être identifié de jour comme de nuit. Et donc, c'est cette corrélation entre les agents privés et les agents de l'État qui, aujourd'hui, assure une protection des sites et des centrales nucléaires. Merci, mon général. La parole est à François Cormier-Bouligeon pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président. Mon général, la France assure une protection robuste de son espace aérien via la posture permanente de sûreté aérienne qui assure une surveillance permanente et une capacité d'intervention rapide, vous l'avez rappelé dans votre propos liminaire. Cette protection est d'ailleurs renforcée lors des événements majeurs. De ce point de vue, on peut souligner que les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ont été une réussite aussi du point de vue de leur sécurisation. Néanmoins, la prolifération des drones malveillants, leur grande diversité, aussi bien en taille qu'en vitesse d'évolution et en effet militaire, représente un défi de sécurité croissant pour nos armées. On assiste à une multiplication des incursions de drones dans les pays européens, en Belgique, au Danemark, en Norvège, en Allemagne, mais aussi en France. On a parlé ces dernières heures du survol du site de Rinco à Bergerac. Face à ces dangers, nous commençons à disposer de moyens. Fusils brouilleurs, système Parade, laser, leurrage GNSS, Milad, Basalt, drone bloqueur, Rapace et le Skyjacker qui est en expérimentation. Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace a déclaré travailler dans 3 directions: laser et brouilleur contre les essaims de drones, les canons de 30 et 40 mm, les armes à énergie dirigée.
Nous allons bientôt actualiser la loi de programmation militaire. Alors, le rapporteur du programme 146 voudrait vous demander de détailler devant nous les moyens nécessaires aujourd'hui pour sécuriser les emprises militaires et celles de nos industries de défense, et de détailler ce que représente ce que vous avez vous-même appelé le passage à l'échelle en termes de détection, de protection passive, de systèmes légers et lourds et d'effecteurs. Je vous remercie, mon général. Je vous en prie, mon général. Monsieur le député, évidemment, votre constat s'impose à nous et je le partage totalement. Et ce constat, il amène à voir effectivement la dotation de moyens supérieurs aujourd'hui pour nous. Je l'ai évoqué tout à l'heure, je vais le détailler davantage. Aujourd'hui, les solutions technologiques, un certain nombre de briques sont là pour détecter et pour neutraliser. Elles ne sont pas suffisantes et elles ne sont pas en nombre suffisant, en qualité suffisante au regard de l'évolution des drones et de la menace. Donc il faut effectivement qu'il y ait un effort de fait sur, moi je pense essentiellement, la lutte avec des armes à énergie dirigée et des lasers. Dès le mois prochain, nous recevons au sein des armées les systèmes anti-laser de façon à pouvoir les expérimenter et pouvoir les intégrer. Quand je parle de passage à l'échelle, il m'est difficile aujourd'hui de vous donner des chiffres précis en vous disant il faut tant de systèmes de telle nature. Ce qu'il faut pour moi, c'est une réponse qui est intégrée et cohérente entre les différents systèmes, en fonction de ce que l'on va pouvoir, et grâce à vos travaux et à ceux de l'état-major des armées, se payer dans cette défense-là. Ce qui me paraît important, c'est d'avoir un système qui est cohérent. Si je mets tout l'effort sur un seul des systèmes, de toute façon, il y aura un contournement. Alors c'est difficile, ça veut dire qu'il faut de l'agilité aussi. Donc au-delà des systèmes dont on peut parler aujourd'hui, vous les avez d'ailleurs tous cités, je crois que ce qu'il faut développer, c'est l'agilité d'acquisition. De façon à ce que dans les mois qui viennent, on ait la capacité de pouvoir s'adapter au plus vite. Et ça veut dire que l'agilité d'acquisition, elle doit passer, et c'est ce qui est en train de se faire, je pense, au sein de la DGA particulièrement, par une autre approche. On ne peut pas aujourd'hui miser sur un système de drone en se disant c'est le système pour les 10 prochaines années. Ça n'existe plus, ça. On doit pouvoir, je pense, passer à des systèmes qui sont des systèmes de consommation de systèmes. Ce qui est une approche un peu particulière. C'est un peu comme quand j'ai une voiture en leasing plutôt qu'une voiture en possession. Aujourd'hui, je crois que la lutte anti-drone, elle va pour certains systèmes passer par le fait d'acheter sur étagère, d'avoir quelque chose qui est efficace pendant un an. Et ensuite, il faut accepter qu'il faut acheter sur un autre système. Donc c'est aussi une autre façon d'engager les moyens. Ce n'est pas forcément plus coûteux. C'est une autre approche et à mon avis, il doit être complémentaire des développements de systèmes beaucoup plus importants, lourds. Est-ce que ça répond à votre question ? Oui, mon général, mais du coup, est-ce que vous estimez que vous disposez des capacités juridiques et réglementaires pour aller vers d'autres systèmes d'acquisition ou de mise en œuvre ? Ou est-ce que vous nous incitez à légiférer dans ce domaine lors de l'actualisation ? Alors je pense que je vais vous inciter, ou en tout cas le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale va inciter la représentation nationale à travailler sur un aspect qui est celui au moins du maintien d'une réglementation stricte sur les drones. On peut avoir la tentation, évidemment, d'ouvrir l'activité des drones civils de façon un peu plus large pour faciliter le développement et l'essor économique. C'est ce qu'ont en tête un certain nombre de pays européens. Je crois qu'aujourd'hui, on le voit avec la juridiction sur la législation sur les armes, eh bien, c'est important d'avoir une juridiction, une législation qui est stricte et qui encadre strictement la capacité à mettre en œuvre les drones aujourd'hui et les drones demain. Les outils pour le faire existent. On sait se signaler quand on veut voler en drone en tant qu'opérateur privé. On a les formations qui sont là. Il faut, je crois, aussi traquer la circulation des matériels qui permettent de construire des drones. Je crois que là aussi, à travers la surveillance des matériels qui traversent les frontières, à travers ce que peuvent faire les douanes en particulier, il faut pouvoir s'assurer que la réglementation, elle est respectée. Du point de vue juridique, et c'est un sujet qui est très large, aujourd'hui, globalement, il n'y a que les douanes qui peuvent faire ouvrir un coffre.
voilà, ça pourrait être intéressant autour des emprises, des bases aériennes en particulier et des bases sensibles, d'avoir la capacité pour les forces de sécurité intérieure, voire même pour les militaires, pour certaines fonctions, d'avoir accès au coffre, pas pour savoir ce que la personne transporte pour aller en vacances, mais pour savoir s'il a effectivement un drone de 10 ou 20 kilos à bord. Voilà le type de réglementation sur lesquelles je pense qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble. Merci, mon général. La parole est à Bastien Lachaud pour le groupe La France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président général. Dès 2013, Greenpeace faisait survoler nos centrales nucléaires par des drones, démontrant par là même les failles de sécurité. Moi, ma première question est simple. Comment se fait-il que nous en soyons là, 16 ans après ces premières menaces sur les drones ? Comment expliquer qu'il n'y ait pas eu anticipation et du développement de telles armes ? Et la question qui se pose, c'est comment aujourd'hui avons-nous la garantie que nous sommes en capacité d'anticiper à 10-15 ans les évolutions de ces technologies ? Évidemment, tout le monde a en tête la question du porte-avions et la menace que pourrait lui faire subir des essaims de drones, qu'ils soient navals ou aériens. Et quand on voit le coût d'un porte-avions, là, pour le coup, on est vraiment dans de la guerre asymétrique. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, la Commission de la Défense, à l'initiative de mon groupe parlementaire, a adopté un amendement budgétaire sur le lancement d'un programme de radar acoustique pour lutter notamment contre les drones filaires qui sont aujourd'hui une menace certaine en Ukraine. La Commission des Finances a rejeté cet amendement. Pensez-vous, Général, que nous pouvons attendre une hypothétique révision de la LPM avant de nous lancer dans un tel programme face aux menaces? Enfin, dernière question. Le DGA a déclaré en audition que 16,2 milliards attribués à la France dans le cadre du programme SAFE en Europe allaient servir à porter 2 projets européens et notamment un bouclier antimissile européen, Air Shield. Le CMAE a dit que, je cite, il était plutôt sceptique sur ces histoires de drones. Qu'en est-il? À quoi vont servir ces milliards? Merci, Général. Merci, mon général. La parole est à vous. Monsieur le député, beaucoup de questions, mais je vais y répondre parce que, évidemment, elles sont toutes, elles reposent toutes sur le même constat. C'est qu'aujourd'hui, c'est ce que je vous ai pas dit l'inverse aujourd'hui, nous n'avons pas assez de moyens pour lutter efficacement sur l'ensemble du territoire national contre cette menace drone. Alors, le constat il y a 16 ans, le constat aujourd'hui, moi, ce que enfin, en tout cas, ma perception, mon analyse, c'est que dans un certain nombre de domaines qui évoluent extrêmement vite, je crois que c'est un mirage que de penser qu'on peut visionner les choses avec 10 à 15 ans d'avance aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, on ne sait même pas comment les drones vont évoluer d'ici 6 mois ou 1 an. Et donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait de changer de façon de se prémunir contre un certain nombre de menaces, pas toutes. Les gros drones de 3 ou 4 mètres, ceux-là, on les traite comme des avions et on sait le faire. Pas de difficulté. Par exemple, les drones millimétriques qui ont la taille d'une mouche, aujourd'hui, on ne sait pas les traiter du tout. Donc il y aura peut-être des systèmes de destruction à partir d'ondes, de choses comme ça, pour les griller, quoi, quelque part. Et les drones intermédiaires, ils évoluent très très vite. Et donc la solution, c'est sans doute d'arriver aussi à être dans cette compétition avec des évolutions techniques qui auront toujours la capacité à pouvoir être dépassées et donc d'avoir une approche qui est effectivement multicouche, multidomaine, et avec une protection physique des choses les plus sensibles. Pareil, des centrales nucléaires. Je pense qu'un drone de 250 grammes ne met pas en péril physiquement une centrale nucléaire, il la met en péril en termes effectivement de capacité réputationnelle, de surveillance de ce qui se passe. C'est un message très fort qui est envoyé lorsqu'il y a un drone qui passe vertical, ce type d'installation. En revanche, il faut pouvoir s'assurer que les parties les plus sensibles de l'installation, elles, ne seront pas mises en danger par des objets de quelques dizaines ou centaines de grammes. Ça, c'est un premier point. Et ces objets peuvent parfois aussi transporter des charges actives. Donc il faut s'assurer qu'on est solide par rapport à cela. Je pense aux centrales nucléaires parce que j'ai travaillé un petit peu sur ces affaires-là. Elles sont réputées être résistantes à des avions qui tombent dessus. Voilà. Mais il n'empêche que ce n'est pas satisfaisant d'avoir des espaces qui sont clos et qui sont traversés. Donc il faut avoir des solutions par rapport à ces affaires-là, c'est ce que vous disiez. Sur l'anticipation,
Les radars acoustiques, je les ai évoqués tout à l'heure, je crois que les Ukrainiens nous ont montré la voie. On est en train de développer, je crois, avec l'ONERA en particulier, ce sont des solutions qui, pour moi, sont low cost et qui sont extrêmement intéressantes à mettre en place. Comment les mettre en place ? Du point de vue budgétaire, j'aurais du mal à vous répondre sur finalement là où il faut mettre l'effort, ça oui, mais ce qu'il faut enlever de l'autre côté, j'aurais du mal à dire. Qui il faut déshabiller, ça ne m'appartient pas, ce sont des études qui appartiennent plutôt à l'état-major des armées et la DGA, d'arriver à peser les conséquences de tel ou tel choix ou telle priorisation dans les mois et les années qui viennent sur des objets. Pour moi, et je vous rejoins, la lutte anti-drone aujourd'hui, ça doit être une priorité. Mais quand on regarde le monde qui nous entoure, on a le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui deviennent rang zéro en termes de priorité. Donc c'est tout le travail, je pense, qui est fait avec vous, et notre réunion y participe, d'élaboration et de choix sur les budgets, et qui doit être fait évidemment en correspondance avec les spécialistes de l'EMA et de la DGA pour mesurer les impacts des différentes décisions, des différents décalages qui pourraient avoir lieu. Je ne sais pas si cela répond à l'ensemble de vos questions. Sur le bouclier européen, je partage, et naturellement, la vision, l'analyse du chef d'état-major des armées. C'est une expression peut-être un peu galvaudée, mais imaginez la ligne Maginot de la lutte anti-drone, évidemment, on voit bien que c'est sans doute pas là qu'il faut miser le plus. D'un autre côté, l'approche bouclier, c'est une approche qui est une approche liée à un conflit avec une ligne de front. Le sujet de la lutte anti-drone aujourd'hui en France, c'est vis-à-vis de drones qui décollent essentiellement de France. Donc ce n'est pas une question de drones qui traversent la frontière pour nous, c'est une question de drones qui sont mis en œuvre dans le village d'à côté de la centrale nucléaire ou de la base aérienne. Donc l'approche bouclier, elle a un sens sur des lignes de front, peut-être, avec un certain nombre de choses qui permettent de se prémunir, mais là aussi c'est une approche bouclier plutôt multicouche que je vois. Mais elle ne répond pas à l'ensemble des sujets qui sont les nôtres aujourd'hui, où la menace parfois elle vient de l'intérieur. Merci, mon général. La parole est à Marie Récalde pour le groupe socialiste et apparenté. Excellent. Merci, Monsieur le Président. En général, merci pour le panorama que vous nous avez dressé. Dans le cadre de ce panorama, peut-être une observation plus qu'une question, parce que vous avez abordé le sujet. Comme vous nous l'avez indiqué, c'est le rôle essentiel et le côté essentiel de prendre en compte le ratio financier entre l'attaque et la défense, notamment quand on analyse la lutte aérienne couche par couche. Comme vous nous l'avez décrit, la symétrie financière entre l'attaque et la défense impose de penser la défense en profondeur en optimisant chaque couche de protection pour garantir une réponse proportionnée. Et dans ce contexte, la déclinaison du ratio financier attaque-défense pour chaque couche de la lutte anti-drone est un sujet majeur, mais vous venez un peu d'y répondre à mon collègue en particulier. Sur la lutte anti-drone et l'écart capacitaire européen, s'agissant de ce sujet au sein des forces armées, la France a annoncé l'acquisition de 50 systèmes Proteus et de tourelles Arlad, ce qui constitue un premier pas, mais nos voisins allemands, dans le même temps, ont commandé plus de 500 tourelles anti-drone multiplateformes capables d'être intégrées sur des chars, des véhicules légers et des installations fixes. Cet écart de volume nous interroge, bien sûr, et estimez-vous que la trajectoire française est à la hauteur du besoin opérationnel réel, notamment pour la protection des forces en projection ? Et peut-on envisager éventuellement une mutualisation ou au moins une convergence européenne sur ce créneau technologique pour éviter une fragmentation capacitaire qui affaiblirait la cohérence globale du dispositif? Et j'avais moi aussi une question sur ce fameux Drone Wall, ce fameux programme Drone Wall, dont le commissaire européen Kubilius lui-même dit qu'il coûterait plusieurs milliards d'euros, avec une déclinaison pour le moins complexe, coûteuse et à l'efficacité dite douteuse. Mais vous avez déjà commencé à répondre sur cette question et on a compris le sens de vos propos. Madame la députée, sur la question précise sur les acquisitions d'un certain nombre de systèmes qui concernent plutôt les forces employées en opération finalement extérieure, tel que je le comprends. C'est-à-dire la protection des forces qui sont engagées face à des adversaires. C'est bien cela par rapport aux chars, aux tourelles. Donc la protection des forces qui sont projetées. D'abord, c'est un sujet qui a toujours fait l'objet d'attention du point de vue français, mais du point de vue aussi d'une structure qui est celle de l'OTAN et de la défense européenne. Donc dans ce cadre-là, il y a évidemment la lutte contre les drones qui sont verticales, les forces, il ne faut pas qu'ils arrivent jusque-là. Il y a la détection aérienne à distance qui est très importante pour cela. Donc il y a des radars qui sont déployés.
Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà des systèmes de lutte anti-drone que vous mettez en évidence, des améliorations par intelligence artificielle, de la capacité avec, on redécouvre le canon, de pouvoir détruire un certain nombre d'objets. C'est plus facile de le faire en opération extérieure puisqu'on n'a pas la question de la population à protéger autour, parce qu'on le fera dans un environnement dans lequel il n'y a pas de population autour. Donc ça permet de mettre en œuvre des systèmes qu'on peut mettre en œuvre sur le territoire national. Moi, je pense que là-dessus, il faut être pragmatique au sens du partenariat et de ce qu'est une coalition. Si les Allemands développent des systèmes en acquisition qui est plus rapide que la nôtre, eh bien on travaillera en coalition, on travaillera avec les systèmes des Allemands, et puis c'est comme cela qu'aujourd'hui on fait nos coalitions. On met en œuvre des Rafales, ils mettent en œuvre des A400M avec nous, et donc ce n'est pas gênant de pouvoir, justement, c'est le principe des coalitions, rassembler nos forces de façon à pouvoir être plus efficace rapidement. Pour autant, il faut effectivement se doter. Mais l'avantage d'une coalition et d'une approche de la défense européenne et de la défense au sein de l'OTAN, c'est de partager le fardeau finalement de développement pour on va dire des capacités et des mises en œuvre qui sont spécifiques. D'ailleurs, ce qui est spécifique aussi, ce qui est important, c'est aussi ce qu'on développe à travers des approches de mobilité aujourd'hui. Concept ACE, Agile Combat Employment, ou ce qu'on appelle le concept moral, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on ait une approche, et on le fait de plus en plus, vis-à-vis de la menace solaire, vis-à-vis de la menace aérienne adverse et vis-à-vis de la menace drone, il faut être moins prévisible. Et donc c'est ce que l'on fait aujourd'hui. Davantage capable de se déplacer d'une base aérienne à l'autre, d'un camp à l'autre. On le sait avec l'Ukraine, un poste de commandement qui est figé plus de quelques heures, il sera détruit. Et donc vis-à-vis de ces menaces de lutte anti-drone, une des solutions, c'est évidemment des systèmes qui permettent de les contrer, mais ça s'inscrit dans un système qui est plus large, qui est un système de conception de la manœuvre d'ensemble, avec de la mobilité, avec de la détection à long rayon d'action, et avec le fait de protéger les soldats au plus près en fonction de ce qui se déroule. Donc, et avec un travail, je le reprécise, effectivement en coalition, où avec le temps de développement des programmes, eh bien, il faut s'appuyer sur ceux qui sont sans doute un peu en avance par rapport à nous là-dessus. En avance en termes de nombre, pas forcément en avance en termes de savoir-faire. Et donc l'enjeu dans ce cadre-là, et c'est pour ça que je parlais de l'OTAN, je parlais de l'Union européenne, c'est l'interopérabilité des systèmes. Il faut que les systèmes qui sont développés par les Allemands, les systèmes que l'on développe, puissent se parler ensemble et qu'on puisse les développer et les partager, les déployer sur des bases communes. C'est cela l'enjeu. Et pour cela, on a des protocoles communs, je pense en particulier au système Sapient qui est en train d'être développé. Est-ce que cela répond à votre question ? Merci, mon général, et merci pour le souci que vous avez de bien répondre aux questions des députés. Merci beaucoup. La parole est à Jean-Louis Thiriot de la droite, pour le groupe La Droite Républicaine. Merci, mon général, pour cette présentation. Deux questions, l'une qui concerne le territoire national, l'autre la protection d'un corps de manœuvre aéroterrestre. Sur la protection du territoire national, il y a un cauchemar que nous partageons tous. Nous avons quelques centaines de PIV, OIV, organismes d'importance vitale. Le chiffre est classifié, mais peu importe. Dans le cadre de manœuvres hybrides, nous pourrions parfaitement avoir à faire face à de multiples proxys qui, en même temps, s'efforceraient de déstabiliser avec des objectifs divers ces différents sites. Donc je souhaiterais savoir, vous l'avez un peu évoqué, est-ce que vous pensez que notre réglementation est adaptée ? Vous nous indiquez que des travaux sont en cours au niveau du SGDSN. On n'y arrivera pas, je pense, si les différents PIV, OIV n'ont pas aussi des capacités individuelles de neutralisation, en tout cas sur le champ ou autour. Il y a eu un décret de 2025 sur les opérateurs de référence du ministère de la Défense qui ne prévoit pas ce volet interception. Est-ce que vous croyez que dans ce domaine-là, une évolution s'impose ? Dans le même sujet, quelle est l'articulation avec la défense opérationnelle du territoire, où évidemment les deux sont liés. Deuxième point, sur la protection de bataille du corps de bataille aéroterrestre, qui est un enjeu majeur, puisque aujourd'hui la conduite d'une manœuvre supposant des déplacements de force ne peut se faire qu'en ayant une protection anti-drone efficace. C'est le problème de la transparence du champ de bataille. Est-ce qu'il y a une réflexion particulière menée dessus, laquelle il y a eu une expérimentation récente, Alta Ares, qui a eu lieu ayant présenté une bulle tactique capable de protéger une zone qui serait probablement une
zone de déplacement niveau brigade. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus à ce stade? Merci. Merci, mon général. Monsieur le ministre, sur votre première question, sur les PIV et OIV, c'est bien à travers les directives du SGDSN que sont travaillées les protections de ces installations très particulières. Elles sont déjà travaillées aujourd'hui au niveau 2D et 3D, au niveau terrestre, au niveau protection de l'emprise et au niveau troisième dimension. Et là, c'est ma casquette comme DAOA de défense de l'espace aérien. Ce sont des espaces qui sont surveillés et pour lesquels, effectivement, il y a obligation pour les responsables de ces installations, les opérateurs d'importance vitale, il y a obligation pour eux de se prémunir des menaces qui font partie du paysage, on va dire du catalogue de menaces. Dès lors que ces menaces évoluent, il faut pouvoir s'adapter à cette menace à travers un certain nombre de points, et on l'a évoqué ici. Il faut effectivement, pour moi, que les opérateurs d'importance vitale, alors pour ceux qui sont d'origine militaire, c'est quand même grandement fait, mais en particulier pour ceux qui sont plutôt des opérateurs extérieurs au monde de la défense, ils ont aujourd'hui massivement travaillé sur la détection, ce qui permet d'alerter ce qui se passe autour. Je parlais des forces de sécurité intérieures et donc du travail sur les téléopérateurs, sur les pilotes de drones, les télépilotes. Je vous l'ai esquissé tout à l'heure, je pense qu'il faut effectivement réfléchir à faire évoluer la réglementation pour qu'ils puissent être dotés de moyens de discrimination, dans un premier temps, c'est-à-dire savoir exactement ce qui est survolé, et puis de neutralisation. Ce sera quand même plus simple pour tout le monde. Et ensuite, que ce soit interopérable, c'est-à-dire qu'on puisse partager la vision et que, par exemple, moi, en tant qu'intégrateur à lutte anti-drone, lorsqu'il y a un drone qui passe à proximité d'un site, qui puisse être détecté par un opérateur qui me permet d'alerter l'opérateur suivant parce qu'il se déplace dans le ciel de France, eh bien ça va nous aider notablement, fortement. Donc, interopérabilité des systèmes, davantage déployés pour les opérateurs d'importance vitale, en particulier hors du ministère, une capacité de réponse et donc faire une évolution, je pense, réglementaire ou législative là-dessus. Sur l'articulation avec la défense du territoire, je l'ai évoqué, on a naturellement effectivement une défense 2D autour de ces opérateurs d'importance vitale qui aujourd'hui est extrêmement développée, et 3D aussi à travers ma responsabilité. On est sur le cas de l'hybridité, on est bien effectivement sur cette conjonction des milieux. Là, il faut être agile. Il faut être agile dans la conception des systèmes de défense qu'on va mettre en œuvre, et il faut avoir ce sentiment, ce souci, je le disais, du partage des informations et des données. Et il faut avoir une réglementation qui fait qu'on discrimine le bon grain de livret. C'est-à-dire que la réglementation dont on parlait sur les drones civils, si elle reste ferme, eh bien ça permet de faire la différence entre les expressions qu'on n'utilise plus, mais donc entre la personne, enfin le parent qui veut prendre la vidéo de l'anniversaire de ses enfants dans son jardin, mais qui se trouve à côté d'un aéroport, par exemple. Bon, il n'y a pas d'acte malveillant, simplement il faut lui rappeler la réglementation et les espaces dans lesquels il se trouve. Et puis le drone malveillant lui-même qui va véritablement vouloir faire une action d'espionnage ou de perturbation d'un système. Et donc une réglementation ferme, ça nous aidera sur cet aspect-là pour discriminer. Sur la protection du corps de bataille, j'ai envie là aussi de faire le parallèle avec finalement la défense aérienne et ce qu'on appelle la supériorité aérienne. Je pense qu'un corps de bataille, avant d'être exposé aux drones, il est aussi exposé aux missiles solaires et aux missiles RR et aux avions et l'espace aérien au-dessus. L'exemple de l'Ukraine est un exemple particulier dans lequel justement il n'y a pas cette capacité d'un côté ou de l'autre à imposer une supériorité dans la troisième dimension. Et donc on a cet enchevêtrement. D'autres théâtres d'opération ont montré que, eh bien, lorsque l'on arrive à avoir cette supériorité dans la troisième dimension, aujourd'hui, elle doit se situer vis-à-vis de la menace solaire, vis-à-vis de la menace aérienne et vis-à-vis de la menace drone. Mais c'est bien cet ensemble-là. Et donc, dans ce cadre-là, il faut là aussi des systèmes qui sont cohérents, multicouches et qui se parlent. Il faut des systèmes de protection du drone à quelques mètres de notre char ou de notre véhicule ou de notre soldat. Mais il faut de la profondeur là aussi, y compris dans les champs de guerre électronique, on l'oublie parfois, et de lutte dans la suppression des défenses aériennes également ennemies, de façon à pouvoir nous imposer vis-à-vis de l'autre, l'obliger à jouer de beaucoup plus loin, et s'assurer ainsi que notre corps de bataille il est protégé.
Donc, sur cet aspect-là, là aussi, il faut de l'interopérabilité entre les différentes forces armées, entre ce que développe l'armée de terre ou la marine ou l'armée de l'air. Il faut qu'on s'assure que dans ce domaine-là, les différents systèmes se parlent. Et pour répondre plus précisément à votre question, on a des expérimentations qui sont en cours et il faut effectivement s'attendre, parce que c'est comme ça que se développe aussi le combat, à des petits groupes qui vont vouloir mettre en œuvre des drones au plus près de nos grands systèmes, au plus près de notre corps de bataille. Et donc là, je crois qu'il faut que chacun puisse être doté de ses propres systèmes finalement d'autodéfense et de réponse là-dessus, mais qui soient cohérents et qui soient interopérables. Merci, mon général. La parole est à Catherine Hervieux pour le groupe écologiste et social. Monsieur le Président, général, chers collègues, avec mon groupe, je salue l'organisation de cette audition sur le sujet majeur de la lutte anti-drone. En tant que rapporteur du titre 1 du PJL relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, j'avais déposé 2 amendements sur la fouille des véhicules et la lutte anti-drone par les opérateurs privés. Il s'agit aussi d'ouvrir la possibilité aux opérateurs d'importance vitale de rendre inopérant un drone qui survole une infrastructure critique. Cela relève d'une demande grandissante des acteurs que j'ai auditionnés et je regrette vraiment la longue attente pour la mise à l'agenda du texte ainsi que de l'actualisation de la LPM. Un détachement français de 35 militaires et un hélicoptère Fennec ont été déployés à l'occasion du sommet informel de l'Union européenne à Copenhague début octobre pour assurer les mesures de sécurité. Dans un autre cadre, le ministre de la Défense belge a déclaré récemment que la France a déployé des moyens anti-drones de lutte anti-drone en Belgique à la suite d'incursions sur son territoire. Pouvez-vous préciser de quels moyens il s'agissait? Était-il similaire à ceux utilisés au Danemark? Et plus globalement, quelle est l'organisation de la coopération en cas de demande de nos partenaires européens? Vous l'avez un peu évoqué, mais peut-être vous pouvez nous préciser plus des choses. Pour notre groupe, le renforcement de la coopération européenne pour les échanges de bonnes pratiques et la réalisation d'exercices communs doit être encouragé. Est-ce que, si ça vous est possible, pourriez-vous nous aborder la lutte anti-drone dans le cadre de l'exercice d'Asian Fall actuellement en Roumanie? Ensuite, un dispositif particulier de sûreté aérienne incluant les moyens de lutte anti-drone avait été activé pour garantir la protection des autorités à l'occasion du 107e anniversaire de l'armistice. L'objectif final est d'étendre de manière permanente ce que l'on fait lors des DPSA en termes d'interconnexion des moyens et dans le cadre d'une perspective opérationnelle, comment mettre en œuvre cette généralisation et à quelle échéance? Je vous remercie. Merci, mon général. Là, vous avez plusieurs questions dans la question. Madame la députée, merci. Donc, sur la fouille des véhicules, vous l'avez dit, je pense que c'est un point d'évolution de la législation qui me paraît important à travailler dans un cadre que vous maîtrisez mieux que moi, qui sans doute les effets, non pas collatéraux, mais les effets induits par ce type d'ouverture. Mais je crois qu'il faut le réfléchir aujourd'hui. Les menaces changent de forme, elles se rapprochent de nous. Et de la même façon qu'on a aussi aujourd'hui un certain nombre de caméras dans les villes, je crois qu'il faut certaines capacités à pouvoir opérer sur des choses qu'on ne faisait pas avant et fouiller les véhicules pour détecter des drones peut en faire partie. Vous avez évoqué ce que l'on a fait en appui du Danemark qui a demandé à ce qu'on puisse intervenir dans un domaine dans lequel, vous le rappeliez, à travers les dispositifs que l'on déploie, des dispositifs particuliers sur sûreté aérienne, ce qu'on a fait aussi vis-à-vis des Jeux Olympiques, ce qu'on fait pour le Bourget ou autre, la France a démontré une certaine compétence et capacité à agir dans ce milieu entre la 2D et la 3D. Et donc le Danemark nous a demandé une assistance, à la fois un conseil et technique. Ce qui est difficile dans la coopération que l'on peut avoir, alors je pense au Danemark, je pense aussi à la Belgique, c'est que nous avons des organisations de l'État et de la défense de l'État qui sont très différentes. La Belgique a par exemple pour sa défense aérienne un lien très fort avec l'OTAN. Nous, depuis le 20 janvier 1945 et la directive du général de Gaulle de fonder finalement une souveraineté nationale sur le segment aérien, sur l'espace aérien, nous avons une construction qui s'est faite en autonomie sur cette affaire-là et qui embrasse le champ de la souveraineté aérienne de façon complète et souveraine. Ce n'est pas forcément l'organisation en particulier dans le nord de l'Europe. Aujourd'hui, il y a quand même un rôle fort qui est joué par ce partage au sein de l'OTAN dans les différents espaces aériens. Donc nous, quand nous participons avec le Danemark, d'abord nous mettons au service de leur propre organisation. Donc ils nous disent là où, par exemple, ils veulent qu'on comble
leurs difficultés. Donc on a mis à la fois des gens dans le domaine du conseil, et puis on a mis un hélicoptère avec une double capacité de tireur d'élite au sein de l'hélicoptère, et une capacité aussi de fusil-brouilleur, ce qu'on appelle le BADA, le Nérode, à partir d'hélicoptères, et puis également au sol, des équipes avec des fusils-brouilleurs qui permettaient de pouvoir contrer une menace qui viendrait suivant le type de fréquence utilisée par les drones en question. Bon. Au bilan, l'intégration s'est très très bien passée. On a réussi à trouver la façon d'être interopérable. Et donc on était plutôt situé sur un segment et une partie d'un aéroport plutôt que l'autre. Pour la défense, pour la question en fait, du ministère de la Défense belge, qui nous a demandé aussi un conseil, donc il y a des choses que je ne détaillerai pas plus avant, mais en tout cas on a envoyé une trentaine de militaires de l'armée de terre et de l'armée de l'air, là aussi pour être dans le conseil, voir comment ils sont organisés, leur dire comment nous-mêmes nous organisons par rapport à tel type de menace. Et au-delà du conseil, nous avons envoyé un certain nombre de capacités, essentiellement là aussi des fusils brouilleurs, dans ce que je peux vous en dire. Nous avons envoyé d'autres capacités aussi, mais que je ne pourrais pas décrire dans le détail ici. Vous m'en excuserez. Sur la partie exercice d'Asian Fall, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup. Je n'ai pas une connaissance très détaillée de ce qu'ils sont en train de faire sur la lutte anti-drone, mais je pourrais revenir vers vous avec les éléments concernant ce qui est en train de se passer dans ce segment particulier, dans cet exercice en Europe, au nord de l'Europe. Pour l'interconnexion dont vous parliez des DPSA, c'est bien l'idée quand je parle de passage à l'échelle. Aujourd'hui, nous savons faire des bulles très très bien, enfin, je le dis parce que je pense vraiment, très très bien architecturé entre la deuxième dimension, donc le travail de protection au sol, et le travail de troisième dimension, naturellement avec des acteurs qui sont centraux de cette affaire-là. C'est la préfecture de police de Paris, par exemple, ce sont les différents préfets pour les G7 ou les sommets d'État. Donc nous avons un travail sédimenté sur la façon de travailler là-dessus. Nous avons, je crois, une très belle façon de pouvoir construire notre capacité, de pouvoir le démontrer. Le généraliser, c'est une approche un peu complexe pour moi. Il y a le travail que l'on fait sur des bulles qui ne peuvent pas se concevoir comme des bulles toutes seules. En fait, la bulle, c'est plutôt une bulle qui est aussi en contact avec la troisième dimension. Moi, quand je fais un dispositif particulier de sûreté aérienne, il s'inscrit dans un dispositif plus global sur l'ensemble du territoire national de la sûreté aérienne. Et donc, on représente une bulle à un endroit qui fait peut-être 10 ou 20 km, dans un système où de toute façon ma mission profonde, c'est d'arriver à savoir ce qui se passe tout autour. Et avec le renseignement qui va bien, et le renseignement parfois qui va sur savoir ce qui se passe dans un avion qui a décollé de l'étranger, et ce qu'il y a à l'intérieur, et pourquoi il peut paraître un petit peu douteux ou sensible. Donc cette profondeur-là, il faut qu'on puisse l'avoir pour des dispositifs de lutte anti-drone, mais aujourd'hui avoir une bulle de lutte anti-drone sur l'ensemble du territoire me paraît compliqué. Ce qu'on pourra avoir, c'est des axes d'effort sur des zones particulières. Il faudra du renseignement, il faudra des capacités de détection, et après, il faut pouvoir agir sur le terrain. C'est pour ça que je parle des forces de sécurité intérieure. Il faut aller chercher les téléopérateurs là où ils se trouvent, aux abords de la mise en œuvre des drones. Donc, le passage à l'échelle, oui, pour la mise en œuvre des moyens. En revanche, je crois qu'on aura toujours des logiques de bulles par rapport à certaines menaces qui sont identifiées par rapport à ces événements, dans un contexte plus large. Je ne sais pas si cela répond à votre dernière question de façon plus précise. Merci, mon général. La parole est à Geneviève Darrieussecq pour le groupe Les Démocrates. Merci, Monsieur le Président général. Merci beaucoup pour tous ces développements et vous avez répondu à beaucoup de questions. Donc elles vont s'épuiser, bien sûr. Bien conscience que la lutte anti-drone est un enjeu majeur pour notre pays, que c'est un enjeu majeur à l'échelle européenne aussi, et vous avez bien détaillé ces enjeux et les difficultés d'ailleurs quelquefois de mise en œuvre, mais en tous les cas la nécessité d'interopérabilité et d'agilité. À ce stade, beaucoup de systèmes sont déployés par des start-up, par des entreprises de petite taille ou de taille moyenne, voire par la BITD. Pensez-vous, de façon plus large, pensez-vous que ces entreprises sont suffisamment actives sur ce sujet et présente l'agilité nécessaire pour évoluer en permanence? Parce que, voyez, enfin, on comprend bien que
Il faut être agile dans la réponse, mais il faut pouvoir faire en sorte que cette agilité, eh bien, les moyens technologiques et les innovations nous la donnent. Pensez-vous que nous sommes en France au bon niveau de la réponse sur le plan industriel ou dans nos start-up françaises? Merci. Je vous en prie, mon général. Madame la ministre, alors, moi j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire qu'on a un tissu aujourd'hui de start-up, d'entreprises, d'ingénieurs qui sont extrêmement vifs, capables d'innovation. On l'a montré dans différents systèmes. Donc on est très très fort aussi dans le haut du spectre de la BITD. On a des bijoux à travers notre aviation, à travers la dissuasion nucléaire, à travers un certain nombre de choses, le porte-avions et les sous-marins nucléaires d'attaque et les sous-marins nucléaires de lanceurs d'engins. Donc on sait faire des choses qui sont uniques et remarquables. Et on sait le faire aussi, on est, je crois, on a une tradition d'astuce au sein de l'ingénierie française. Ce qui peut manquer aujourd'hui, c'est sans doute ce qui est travaillé avec le GDSN, c'est d'avoir un rapprochement entre les opérateurs publics et les opérateurs privés pour que finalement cette protection-là, elle devienne une nécessité et donc que ce ne soit pas qu'une niche, mais que ce soit un développement économique qui soit bien vu comme cela par les différents acteurs. Je crois qu'il y a un terrain. Aujourd'hui, il y a des opportunités d'avoir des entreprises qui vont pouvoir finalement se développer et apporter des réponses avec le fait qu'on est aussi très très connecté avec ce qui se passe dans des environnements où il n'y a pas le choix à l'innovation, c'est en particulier l'Ukraine. Et donc nous sommes évidemment en lien avec l'Ukraine. Là, je pense à un certain nombre de retours d'expérience qu'ils ont. Nous regardons comment tout cela bouillonne. Monsieur le député tout à l'heure parlait de la capacité à avoir à plusieurs années. Je crois que là, nous avons aujourd'hui tous les éléments et tous les paramètres. Dès lors que l'on aura effectivement le sentiment perçu par l'ensemble des acteurs qu'il y a nécessité à se doter et que les gens vont le faire, et que lorsque l'on va inciter, je crois que c'est ce qui est en train de se passer, lorsqu'on va inciter les opérateurs privés en particulier à se doter, que ce soit par le biais finalement de leur obligation en tant qu'opérateur à potence vitale, mais même au regard parfois d'un certain nombre de contraintes économiques. Un aéroport qui ne peut pas voler pendant 3 jours, l'incidence pour lui économique et pour les compagnies aériennes, elle est majeure. Et donc le développement d'un système à quelques centaines de milliers d'euros par rapport à ce que coûte une suspension de vol, finalement n'est pas si coûteux que cela au regard du bénéfice. Et donc je crois que c'est cette prise de conscience-là que vous évoquiez qui va permettre d'utiliser le génie français dans ses capacités d'innovation qu'il a montrées à plusieurs reprises. Donc pour moi, je suis très positif sur le fait que c'est en train de se mettre en place dès la fin de l'année. On va réunir, à mon avis, les opérateurs privés, les opérateurs publics, et donc les capacités de le faire. Madame la ministre. Merci, mon général. La parole est à Didier Lemaire pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci, Monsieur le Président général. La guerre en Ukraine a profondément transformé... Je reprends. La guerre en Ukraine a profondément transformé notre compréhension du combat aérien et de la défense du territoire. Parmi les leçons majeures figure l'emploi massif des drones, en particulier des drones de petite taille et à bas coût, utilisés à la fois pour la reconnaissance, le ciblage et l'attaque. Ces engins, souvent produits industriellement ou bricolés à partir de composants civils, ont démontré une efficacité redoutable face à des systèmes de défense pourtant, eux, sophistiqués. Plus encore, l'apparition de tactiques d'essaim, ces coordinations de plusieurs dizaines d'aéronefs légers capables de saturer les défenses, de brouiller les radars ou de forcer la consommation prématurée de munitions, modifient en profondeur le rapport entre coût d'attaque et coût de défense. Quelques milliers d'euros suffisent désormais à mettre en échec des systèmes valant plusieurs millions. Dans ce contexte, la lutte anti-drone devient l'un des défis les plus complexes pour nos armées, notamment pour la défense aérienne du territoire national. Elle suppose de combiner détection multicapteurs, guerre électronique, neutralisation cinétique et intégration du renseignement. Or, la miniaturisation et la prolifération des drones rendent cette mission de plus en plus difficile, y compris en environnement civil dense.
Mes questions sont les suivantes, Général, malgré le fait que vous avez déjà répondu en partie, mais il est important qu'on comprenne bien les enjeux. Quelle adaptation doctrinale et capacitaire le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes envisage-t-il pour faire face à ces menaces émergentes? Disposez-vous aujourd'hui des moyens technologiques et humains nécessaires pour contrer des attaques coordonnées par essaim? Et le cas échéant, quelles priorités recommanderiez-vous d'inscrire dans la prochaine actualisation de la loi de programmation militaire? Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Mon général, la parole est à vous. Je vous remercie. Monsieur le député, vous parliez des essaims, effectivement, et de ce rapport entre le coût de l'attaque et le coût de la défense. Ce que je vois de l'Ukraine, c'est que la priorité de l'Ukraine, c'est survivre, et donc on développe à bas coût, au maximum. Alors souvent, donc c'est des durées de vie très très courtes. C'est du low cost, c'est des matériels qui peuvent venir de différents pays et qui mettent en œuvre. Ça, c'est une première réponse. Cette réponse, il ne faut pas qu'on l'écarte, il faut qu'on soit capable aussi de l'avoir. Mais ensuite, il y a la capacité aussi à développer, à avoir des systèmes qui sont stables, parce qu'il y a des enjeux qui sont forts. Typiquement, quand il s'agit, on en parlait tout à l'heure, de protéger une centrale nucléaire, un opérateur d'importance vitale. Là, ce n'est pas tellement le low cost qui doit s'imposer à nous, il doit faire partie de la panoplie, mais on doit avoir des systèmes aussi plus intégrés et qui répondent à l'enjeu finalement de protection du site en lui-même, et ça peut mériter des dispositifs peut-être plus coûteux, mais qui font globalement, qui surveillent l'ensemble de la clôture, qui ont une capacité à voir plus loin et qui ont une capacité de traitement permanente et installée et qui permettent d'apporter la garantie que finalement nos objets les plus précieux sont véritablement bien protégés. Donc en termes d'adaptation doctrinale et capacitaire, je crois que c'est ce que vous évoquez. Je crois qu'il faut les deux. Aujourd'hui, il faut qu'on ait cette capacité à développer de façon agile des systèmes ou à les acheter sur étagère, à pouvoir finalement avoir d'un côté des systèmes qui sont robustes, qui sont installés, qui sont développés dans la durée, qui apportent, on va dire, 90% de la réponse. Et puis ensuite, dans les intervalles, il faut pouvoir se doter rapidement de systèmes qui sont un petit peu jetables, peut-être au sens programmatique ou capacitaire, qui vont durer peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais ce n'est pas le plus grave. L'important, c'est qu'on puisse avoir 90% qui est assuré de façon native, et ensuite on comble les intervalles, et ça coûte sans doute moins cher que d'essayer d'avoir la solution parfaite, globale, installée pour les 10 prochaines années. Donc ça, c'est une adaptation, à mon avis, doctrinale et même des mentalités qui est en train de se mettre en place, parce que tout le système, et pas que les drones, évolue comme ça aujourd'hui dans le capacitaire. Donc les moyens technologiques et humains vis-à-vis en particulier des essaims dont vous parliez. Alors, on n'a pas, je pense, évoqué encore. Je crois que c'est très intéressant d'avoir une approche par rapport aux essaims qui est quand même, que je mets en parallèle de la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire que dès qu'on met en place des essaims, dès qu'on met en place finalement des dispositifs, des systèmes d'attaque de cette ampleur-là, je crois qu'il y a une question sur le renseignement préalable, sur tous les systèmes qui peuvent venir de la DGSI, des systèmes d'écoute, des systèmes de veille permanent, qui font que des personnes qui seraient en capacité sur le territoire national de mettre en œuvre ce type d'attaque, bien évidemment, il faut qu'on puisse les contrer quand ils les mettent en œuvre. Mais là aussi, la défense, elle doit être en profondeur. Et donc, et on le voit pour la lutte anti-terror, c'est pas uniquement en fait quand les personnes finalement sortent de leur cachette qu'il faut les traiter. C'est bien avant dans la durée. Et donc, les essaims, ça veut dire c'est des drones très particuliers qui ont été acquis, qui sont venus sur le territoire national, qui n'ont pas été déclarés, qui sont mis en œuvre. Les gens se sont entraînés pour le faire. Donc, il y a des signaux finalement d'activité qu'on doit pouvoir détecter. Ça, c'est un champ d'effort sur lequel on travaille aussi avec le GDSN pour avoir une vision qui là-dessus est large. Et après, la capacité à se défendre contre les essaims du point de vue technique, ce sera sans doute des effecteurs dont on parlait tout à l'heure, qui sont des effecteurs à armes à énergie dirigée, que ce soit du laser, que ce soit des ondes, et c'est ce qui devrait permettre de traiter finalement un essaim d'un certain nombre de dizaines de drones. Et donc, il y a cette question que vous évoquiez de la masse, finalement, la capacité à traiter une masse, et de la complémentarité des effecteurs, qui soient cinétiques et non cinétiques. Donc, je vous ai parlé des armes à énergie dirigée. Il y a aussi des drones intercepteurs qui pourront faire l'affaire, mais vis-à-vis d'un essaim de drone, c'est plutôt les armes à énergie dirigée, à mon avis, qui seront tout à fait efficaces que les drones intercepteurs. Mais on peut avoir aussi une grille d'action qui fait que, là aussi, en multicouche, eh bien, finalement, chaque étape diminue le nombre de drones auxquels on a à faire face, et à la fin, les 2 ou 3 drones résiduels seront sans doute traités par une percussion de drone ou par une mise en service d'un tir direct. Et donc on a comme ça cette défense multicouche qui permet, dans une défense en profondeur, y compris d'un site sensible, de s'assurer que finalement on va diminuer le nombre de drones qui deviennent dangereux pour nous au fur et à mesure de l'attaque.
Et puis il y a aussi tous ces systèmes de protection et de leurrage qu'on doit mettre en place, et puis de filets de protection. Enfin, on doit aussi repenser cette défense de nos moyens les plus sensibles avec des choses qui sont astucieusement mises en œuvre aujourd'hui par les Ukrainiens, par exemple. Et donc pour les priorités de la programmation militaire, et je crois qu'on en témoigne tous ici, il y a un effort naturel à faire sur les drones, aussi bien vis-à-vis de nos troupes qui sont finalement qui sont exposées au cours des opérations extérieures, que pour l'ensemble du territoire national, avec cette approche qui se veut à la fois avec des capacités qui sont des capacités profondes, on va dire, à mettre en œuvre, et puis cette agilité de développement et d'acquisition, je crois qu'il faut mettre en place avec la loi de programmation militaire qui doit aussi, je pense, s'interroger sur les dispositifs législatifs ou réglementaires qui sont mis à disposition de ceux qui vont essayer d'atteindre ceux qui veulent nous nuire. Agilité d'acquisition, ça c'est un thème qu'on entend parler pour les plus anciens depuis 8 ans. Ça fait rigoler toute la salle pour ceux qui ne voient pas, mais c'est vrai que c'est un sujet. Et vous parlez du low cost et de l'achat sur étagère, mais ça touche aussi la programmation budgétaire, sur quel programme on met, et les arbitrages. Chef d'état-major des armées, après avoir discuté avec les différentes armées, et DGA. Et tout ça, je pense qu'il y a quand même un gros ménage, et ceux qui nous entendent m'entendent, je pense, parce que ça fait quand même 8 ans qu'on tourne en rond autour de tout ça, et ça serait peut-être bien, c'est même indispensable pour les armes de la France, que ça aille un petit peu plus vite dans ce domaine-là, parce qu'on aura beau faire des vœux et délivrer même de l'argent de la nation, si à un moment on n'est pas plus efficace, ça ne marchera pas. Ceci étant dit, je vais passer la parole à mon collègue Yannick Favennec-Becco pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires. Merci, Monsieur le Président. Mon général, la lutte anti-drone est devenue un pilier essentiel de notre souveraineté nationale dans l'espace aérien. Le premier enjeu, c'est l'organisation de la réponse. L'écosystème des drones est vaste, hein, vous l'avez dit, des drones lourds comparables à de véritables aéronefs jusqu'aux micro-drones. Or, actuellement, la protection des sites sensibles relève de chaque ministère, qu'il s'agisse d'aéroports ou de sites industriels, par exemple. Lorsque de petits drones s'approchent illégalement de ces sites, l'armée de l'air n'assure pas la primo-intervention. Donc ma première question, elle est la suivante. Les autres ministères disposent-ils réellement des moyens d'agir sans votre appui ? Et en cas de menace avérée, comment se coordonnent les alertes et la chaîne de décision ? Votre armée est-elle informée en temps réel et à quel moment prenez-vous le relais ? Deuxième point, la lutte anti-drone est un terrain d'innovation majeure aussi pour notre défense. Avant la neutralisation, cette lutte repose sur la détection, détecter le plus vite possible, le plus loin possible. Pour ce faire, la France dispose déjà d'un système multicouche combinant radar, capteurs radio et détecteurs optiques. Mais la miniaturisation des drones, l'intensification du trafic aérien et les contraintes urbaines rendent cette mission toujours plus complexe. L'intelligence artificielle apparaît comme un levier essentiel pour renforcer la détection et l'identification en temps réel. Avez-vous, mon général, déjà engagé des expérimentations dans ce domaine ? Le cas échéant, les résultats sont-ils positifs ? Je vous remercie. Merci, mon cher collègue, mon général. Monsieur le député, oui, vous rappeliez effectivement que chaque ministère est porteur de la protection de ses installations vitales. C'est bien ainsi que c'est écrit dans les différents codes, en particulier le code de la défense. Et donc, par rapport à cela, je crois qu'aujourd'hui, oui, chaque ministère se dote et doit se doter pour ses opérations, pour ses installations d'importance vitale, des capacités de détection et de neutralisation. Et c'est ce qui est fait. Ce n'est pas fait en nombre suffisant, c'est ce que je rappelais, donc ce n'est pas à l'échelle. Ça ne comble pas l'ensemble ça ne couvre pas finalement l'ensemble des menaces de façon, on va dire, étanche. Et donc par rapport à cela, j'ai la même approche que pour la sûreté aérienne et la défense aérienne du territoire. C'est-à-dire que ce n'est pas une fois qu'ils sont débordés qu'il faut prendre le relais. Je crois que le relais, on le prend en fait avant. Et donc, typiquement, pour la sûreté aérienne et la protection des installations vitales du point de vue de la menace aérienne,
pénétration d'une façon générale des aéronefs, par exemple. Ce qui se passe, c'est que la surveillance aérienne que j'exerce nous permet d'alerter les opérateurs de potence vitale, de leur permettre de mettre à l'abri si vous êtes mettre à l'abri, et puis aussi de s'assurer de faire la différence entre ceux qui pénètrent une zone parce que ils ont oublié qu'elle était interdite ou ils ont mal préparé leur mission, et ceux qui véritablement la pénètrent parce qu'ils ont la volonté d'y faire quelque chose de malveillant. Je crois que c'est la même chose que l'on doit mettre en place pour les drones, c'est-à-dire qu'avec des systèmes qui se parlent, des systèmes qui sont interopérables, ce que l'on recherche, c'est d'avoir finalement la détection dont vous parliez, qui est essentielle, la plus étendue possible, pour avoir ce champ, cette capacité à prévenir les opérateurs avant que l'objet arrive. Du point de vue réglementaire, je crois qu'il faut véritablement insister sur la réponse judiciaire qu'il doit y avoir. Aujourd'hui, on a développé la réponse judiciaire vis-à-vis des pénétrations des zones interdites par les aéronefs. Je pense aux prisons, aux centres pénitentiaires, mais également aux centrales nucléaires, à tous ces objets-là. Et donc, il y a une réponse aujourd'hui judiciaire qui est forte. Il y a mise en danger de la vie d'autrui, il y a atteinte au secret de la défense nationale, et donc le parquet en particulier poursuit systématiquement les personnes qui ne respectent pas la réglementation, avec la discrimination qui va bien entre la personne qui a fait une erreur, parce que voilà, ça peut arriver, et la personne qui manifestement veut nous nuire. Cet effort sur la réglementation et sur la réponse pénale, il faut également continuer à la faire pour l'ensemble des drones, cela nous aidera beaucoup. Donc détection coordonnée, c'est vers là que l'on veut aller, pour l'ensemble des sites. Oui, il faut que chacun continue à se doter, chaque ministère, c'est déjà le cas. Et il faut que les opérateurs privés, je vous le disais sans doute, aient la possibilité d'agir au plus près, avec qu'on leur libère la capacité sans doute à pouvoir neutraliser les drones, à les brouiller ou à les détruire. Par rapport à la miniaturisation et à la prolifération, l'intelligence artificielle, oui. Sachant que, je pense qu'on est tous sur l'intelligence artificielle avec la même approche, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est d'abord de l'humain au centre de tout ça. Et donc, c'est l'humain qui doit rester au centre, en particulier sur les objets de décision. Ça ne veut pas dire qu'il va ralentir la boucle de décision. Ça veut dire qu'on va faire en sorte que dans le traitement des informations, dans la façon dont finalement les informations remontent et dont la décision est prise, l'humain a bien été associé et au cœur de cette décision. Mais oui, l'intelligence artificielle, aussi bien pour les effecteurs, je pense aux canons en particulier, que pour les capacités d'analyse des données, de discrimination des objets, vous parlez de miniaturisation, les écoutes, l'acoustique, etc. C'est central. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on arrivera très certainement à discriminer beaucoup mieux et donc à faciliter les décisions. Et également, on parlait de réglementation. Aujourd'hui, tous les drones qui ont un certain nombre de caractéristiques sont immatriculés, signalés, et donc en vol, ils sont identifiés. Et là aussi, on l'a démontré pour les Jeux Olympiques, on arrive à discriminer très clairement les drones qui sont ceux de la police, ceux de la gendarmerie, ceux des journalistes, ceux qui sont autorisés, et puis le drone qui n'a rien à faire là. Et donc cela, c'est aidé par l'intelligence artificielle. On doit encore le développer parce que les drones, c'est exponentiel le développement des drones aujourd'hui. On doit le développer pour encore plus discriminer dès le départ. Cette intelligence artificielle, elle est utile pour détecter et identifier les drones, mais elle est utile aussi dans ce que j'appelle le traitement du signal au sens plus large, c'est-à-dire identifier des patterns, identifier des gens qui s'entraînent, identifier des caractéristiques, des trajectoires, qui permettent aussi de savoir si le drone a une intention particulière, comme on le fait pour les avions. Un avion qui finalement va dans une zone avec l'intention de se poser, bon, on peut se demander s'il est conscient que le terrain est fermé, donc, mais il y va pour se poser, donc il fait une action qui finalement se comprend. En revanche, il cible une zone dans laquelle il n'a rien à faire de particulier, eh bien, on a des systèmes de traitement qui nous permettent d'identifier que cet avion-là devient douteux et on lance tout de suite les actions sur cet avion. Il y a des expérimentations en cours pour l'intelligence artificielle, pour vous le dire très clairement, que ce soit aussi bien pour les effecteurs physiques, je pense aux canons, mais aussi pour les armes à énergie dirigée et pour le traitement du signal associé. Merci, mon général. Nous avons encore 2 questions individuelles et je passe la parole à Sébastien Saint-Pasteur. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, mon général, vous avez parfaitement décrit
la multiplicité des situations, des équipements, des drones libellules aux drones mâles, mais certains incidents touchent plus la population que d'autres. Et ça a été le cas avec 2 exemples, ce qui s'est passé à Mourmelon avec le survol d'un camp militaire, et à Renco récemment avec l'usine d'armement. Et on a un peu le sentiment qu'on a l'information que des drones ont été détectés, mais pas vraiment de savoir ce qui s'est passé ensuite. Donc quelle est la doctrine de communication lorsqu'il y a ces événements-là qui touchent plus particulièrement notre territoire national, parce que je pense, dans le lien armée-nation, il est utile de faire savoir la réponse, aussi bien vis-à-vis de notre population que vis-à-vis de certains pays qui peuvent être suspectés d'avoir été derrière ces manœuvres. Et la deuxième, vous avez évoqué en réponse à la question de notre collègue précédemment, les centres pénitentiaires. Et j'aimerais savoir un petit peu sur le lien interministériel. C'est une vraie plaie, les drones sur nos prisons. Et il pourrait y avoir un petit peu plus de travail collectif avec le ministère de la Justice sur ce sujet. Excusez-moi d'avoir été un petit peu long. Merci. La parole est à Thomas Gassillou. Merci, Monsieur le Président. Mon général, heureux de vous retrouver ici. Et je voudrais vous dire déjà, en tant que député du Rhône, que je suis très fier de l'engagement des aviateurs pour la PPSR qui se fait depuis le département du Rhône. Alors la lutte anti-drone, c'est un vieux sujet. Je retombais dans mes notes, moi, sur une audition qui avait lieu en 2017 avec le DGA de l'époque, Laurent Collet-Billon, et le chef d'état-major de l'armée de l'air, qui était le général Lanata, à ce sujet. Et je pense que 8 ans plus tard, on peut retrouver grosso modo une grande similitude entre ces 2 auditions. Et ça nous amène à nous poser la question sur qu'est-ce qui s'est passé finalement pendant 8 ans. Je pense que le point principal d'évolution intéressant, c'est la capacité à avoir des DPSA, donc des capacités temporaires limitées dans l'espace à assurer le contrôle des drones. Et je pense également à un début de structuration institutionnelle et industrielle sur cette lutte anti-drone. Mais je pense qu'on est tous là à constater que, clairement, qu'on avance beaucoup moins vite que la menace et que, malheureusement, le plus dur est devant nous. Moi, je pense que concernant le rôle des armées, si déjà les armées protègent leurs bases sensibles, protègent leurs opérations extérieures, c'est déjà un objectif qui est extrêmement ambitieux. Et je prendrai pour hypothèse, pour ma part, qu'on sera désormais dans une non-maîtrise de la 3D. J'ai 2 propositions à vous soumettre sur ce qui pourrait être fait sur le territoire national. C'est 1, étendre le Remote ID à tous les drones, et 2, avoir une capacité étendue de neutralisation, notamment en utilisant les STADEF. Et c'est pourquoi j'aimerais vous poser la question de votre implication dans les groupes de travail du SGDSN et de la manière dont vous y participez. Merci. Merci. Mon général, la parole est à vous. Et pour information, nous avons 2 questions à suivre. Je vais répondre aux 2 questions l'une après l'autre parce qu'elles sont distinctes, en particulier sur effectivement l'impact sur la population. On parlait tout à l'heure d'impact psychologique et donc de la doctrine de communication associée aux événements drones qui se passent sur le territoire national. Sur la communication. Le premier point, il faut être sûr de ce qui s'est passé. Et donc, hier encore, j'avais des alertes sur une base. L'alerte correspondait à un vol d'hélicoptère et pas du tout à un drone. Et donc, il faut arriver à discriminer ce qui se passe 2 jours, et je ne parle même pas de nuit. De nuit, j'ai vu un certain nombre de bases où des personnes voyaient des drones et qui correspondaient aux traces radars des avions de ligne qui passent vertical la base. Donc, la première chose que je dois faire, moi, c'est m'assurer de la réalité de l'objet. Mais s'il y a doute, on commence nous par envoyer les personnels, par regarder ce qui peut arriver et donc par essayer de détecter, bien évidemment, et de brouiller ce qui se passe. Donc il y a une première difficulté, c'est être sûr de ce qu'on a vu. La deuxième difficulté, c'est on ne peut pas tout dévoiler non plus. C'est-à-dire que lorsque je mets en œuvre un certain nombre de réponses à certaines activités, que ce soit parce que sur les bases se passent des activités sensibles ou parce qu'il y a des choses qui se passent au-dessus, je ne veux pas non plus libérer finalement ou indiquer des schémas ou des chemins d'attaque à ceux qui voudraient nous embêter. Donc la difficulté de la communication, de toute façon les drones on les voit autour de la base. Alors déjà, si la communication vient de l'extérieur, ça veut dire qu'il y a sans doute effectivement eu des drones qui sont passés. Donc ça permet de caractériser un peu davantage entre la suspicion de drone. Moi, je demande à ce que mes opérateurs soient très vigilants. Donc dès qu'ils pensent qu'il y a un drone, il faut qu'ils me le disent. Donc ça, c'est le premier élément. Donc je vais avoir beaucoup de fausses alertes. Mais ce n'est pas gênant d'avoir des fausses alertes.
mais je ne vais pas communiquer sur les fausses alertes. Après, il faut savoir si l'alerte elle est véritable, et ensuite, il faut savoir ce qu'on dévoile. Le dernier point, c'est que par rapport à ces survols de drones, il y a systématiquement des enquêtes judiciaires. Donc, on envoie les gendarmes ou les policiers aux abords, ils attrapent ou pas le télépilote, et ensuite, il y a un traitement judiciaire de cette affaire-là. Et donc, ce traitement judiciaire, plus tout ce qui se passe autour, je ne dévoilerai pas plus que ça, mais donc on essaie quand même de savoir qui s'est promené autour de la base, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, tout cela induit naturellement une certaine discrétion sur le traitement qui est en train de se faire après ou autour du survol du drone. Je comprends qu'il faut qu'on communique sans doute davantage aussi pour rassurer, mais c'est ce que l'on a fait par exemple sur certains événements. Donc sur les DPSA, là ça m'appartient en propre. Lorsqu'il s'agit de communiquer sur ce qu'on fait et ce qu'on va faire pour les Jeux Olympiques, vous avez pu le voir, là on a communiqué avant en disant voilà comment on a été équipés. Ça permet aussi d'enlever à un certain nombre de personnes des mauvaises idées, parce qu'on leur montre qu'on est costaud, on est bien installé, que ce sera difficile de venir nous voir. Donc ça, on le fait. Et ensuite, on communique à l'issue pour dire, regardez ce qu'on a pu faire autour des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, combien on a eu de drones détectés, combien on a traité, combien on a interpellé de personnes, et comment on a finalement assuré une étanchéité. Donc sur les dispositifs de cette nature, on le fait. Je reconnais qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de dispositifs et d'alertes, il faut sans doute qu'on travaille à une communication plus organisée, ou en tout cas plus systématique. Oui. Mais ça demande parfois du temps pour être sûr de ce qui s'est passé, c'est ça le point. Sur les centres pénitentiaires, il existe aujourd'hui un protocole entre le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes et le ministère de la Justice sur la protection, et le ministère de l'Intérieur sur la protection de l'ensemble des centres pénitentiaires vis-à-vis de la menace 3D. Vous aviez en tête des hélicoptères qui venaient, des choses, etc. On l'étend, évidemment, on l'étend aussi aux drones. Ça veut dire que nous, typiquement, dès qu'ils signalent qu'il y a une possibilité d'avoir vu un drone, on vérifie avec nos traces radar s'il y avait ou pas un drone et ce qu'il fait derrière. On communique aux forces de sécurité intérieure, on communique à ce qui se passe autour de façon à s'assurer qu'on on arrive à savoir ce qui se passe. Et puis, on peut mettre en place un certain nombre de dispositifs en appui, mais normalement, ils ont aussi un certain nombre de dispositifs de détection et de brouillage qu'ils sont en train de mettre en place. Et ils sont en train de les développer, évidemment. Après, il y a des mesures passives qui sont intéressantes aussi. Les filets en particulier. Enfin, on peut empêcher un drone de se poser dans un cours d'une prison. Hein. Voilà. Donc c'est en train aussi de se développer. Bon, c'est un peu des moyens à mettre en œuvre. Je sais que le ministère de la Justice, il faut qu'ils puissent trouver aussi les financements par rapport à ce type de protection, mais ils sont en train, je crois, de le mettre en place. Pour revenir, monsieur le député, sur vos questions concernant ce qui s'est passé depuis 8 ans, et donc la systématisation, évidemment, des façons d'identifier les drones, et puis les STADF. Le premier point, je me permettrai peut-être de ne pas aller tout à fait dans votre sens sur ce qui concerne à terme la non-maîtrise de la 3D, parce que c'est un peu mon, on va dire, c'est mon métier, mes responsabilités. Donc j'ai tendance à considérer qu'aujourd'hui, évidemment, on peut parfois se faire déborder par un certain nombre de drones, mais je crois que ça ne remet pas en cause aujourd'hui la maîtrise que l'on a en France en particulier sur les 15 000 mouvements aériens qui sillonnent le ciel de France, et qu'on connaît par cœur et centimètre par centimètre, et sur la protection que l'on assure sur différents événements. On a pu le voir, vous le savez bien, avec les Jeux Olympiques, et la maîtrise que l'on a de la protection, encore hier sur le 11 novembre, la maîtrise de la protection d'un certain nombre d'événements vis-à-vis de ceux qui voudraient les perturber, avec en particulier les drones. Mais du point de vue de l'ensemble du territoire national, évidemment, aujourd'hui, il faut qu'on se muscle, hein, il faut qu'on puisse se muscler. Le cadre législatif que vous évoquez, il en fait partie. Faire en sorte que chacun des drones puisse être identifié. Alors aujourd'hui, la réglementation fait que c'est à partir de 250 grammes. Il faut sans doute pouvoir l'étendre. Là, ça appartient aussi, alors c'est la Direction générale de l'aviation civile, avec la Direction de la sécurité aéronautique de l'État qui travaille sur ces textes-là, et avec le SGDSN, pour s'assurer que tout cela est compatible aussi des évolutions technologiques, et que à la fin, c'est aussi réalisable. Donc il faut qu'on puisse demander des choses. Enfin, si le drone, il faut qu'il fasse quand même une certaine taille pour pouvoir emporter aussi quelque chose qui permet d'identifier. Donc il y a une analyse technique à avoir sur la taille du drone par rapport à ce qu'il peut avoir comme émetteur, enfin voilà, ce genre de choses. Mais oui, à terme, c'est bien ce que l'on veut. Et on veut, derrière cela, évidemment, des traitements d'intelligence artificielle, parce que quand on aura des centaines de milliers de drones en vol, il faudra qu'on puisse quand même savoir ce qui se passe et donc les identifier. Sur les stades de défense et sur le lien que l'on a, en particulier l'armée de l'air et le CDAOA, avec le GDSN sur ces questions-là. Alors les stades de défense, hein, vous les connaissez, mais c'est une façon pour les armées de se préparer et d'anticiper des troubles, ou même jusqu'à la guerre sur le territoire national. C'est quelque chose qui d'abord est en train de se développer aussi en lien avec l'ensemble des ministères.
au travers du secrétaire général de défense nationale, que la posture de préparation des armées par rapport finalement à des rétroactions, à des choses qui se passeraient sur le territoire national à terme, le chef d'état-major des armées en parle, on doit se préparer à des chocs, on doit se préparer à pouvoir être perturbé sur notre propre territoire par rapport à des menaces militaires ou des menaces hybrides. Et donc par rapport à cela, il y a des systèmes de préparation où finalement on va muscler notre dispositif et nous préparer et renforcer nos protections, qu'elles soient passives ou actives. C'est en train d'être étendu aux différents ministères, parce que la réponse ne peut pas être que militaire. Elle est forcément, en plus sur le territoire national, elle est forcément à étendre sur l'ensemble des opérateurs. Par rapport à cela, et par rapport à la façon dont on est organisé, il y a aujourd'hui une commission qui s'appelle la Commission interministérielle de sûreté aérienne, qui est menée par le secrétaire général de la Défense nationale et de la Sécurité nationale, et qui étend son activité à la fois à tout ce qui concerne la sûreté aérienne et aussi la lutte anti-drone. Et c'est dans ce contexte-là et dans finalement dans cette place-là que l'on traite, et que je traite parce que je suis le représentant du ministère des Armées dans cette instance-là, que l'on traite la lutte anti-drone du point de vue interministériel. Merci, mon général. La parole est à Nadine Lechamp. Merci, Monsieur le Président. Général, l'Inde et la France ont récemment signé un protocole d'accord pour proposer aux forces indiennes des capacités de lutte anti-drone fondées sur le système LMAP. Ce système, fruit de notre BITD, est un vrai petit bijou. Il s'avère redoutablement efficace dans son rôle, surtout depuis des postes fixes. L'Inde prévoit de le tester elle-même en le poussant dans ses retranchements, usure par le sable, température extrême et j'en passe. Ce protocole est aussi une occasion d'affermir nos liens avec l'Inde, partenaire qui apparaît essentiel face à la montée des tensions dans l'Indo-Pacifique. Je souhaiterais donc savoir, au-delà de ce protocole, quelles ambitions nous pouvons tracer avec l'Inde dans le milieu militaire en général et dans la lutte anti-drone en particulier, mais aussi avoir quelques éclaircissements sur le devenir du système LMAP, dont j'ai cru comprendre qu'il devait être encore perfectionné. Et si je peux me permettre une petite autre question rapide. Rapidement. Je suis députée de la Dordogne et je souhaiterais savoir si vous avez plus d'infos sur Eurenco-Bergerac. J'habite pas très loin. Voilà, je vous remercie, Général. Merci, chers collègues. La parole est à Jean-Louis Thiriot. Oui, deux petites questions techniques. Merci, Monsieur le Président, mon général. Concernant le développement des drones à fibre optique, est-ce que vous me confirmez que la seule manière de les neutraliser, c'est soit la destruction cinétique, soit effectivement demain des armes à énergie dirigée qui brûleraient les systèmes. Mais on peut pas, il n'y a pas forcément de GPS et le brouillage n'a pas de sens puisque ça passe pas par la fibre. Donc voilà, première question. Deuxième question, vous parliez des vieilles méthodes de protection, les filets, etc. Est-ce qu'il y a une réflexion menée sur un usage accru pour la protection du corps de bataille des différents types de barrages fumigènes, écrans de fumée, etc. Parce que c'est ce qui peut permettre de retrouver le sens de la manœuvre. Merci. Merci, chers collègues. Les pêcheurs bretons fournissent des vieux filets aux Ukrainiens, et comme quoi votre question est tout à fait adaptée. Mon général, je vous cède la parole. Je vous remercie. Madame la députée, sur le système MAP, moi je comprends que c'est le système laser qui aujourd'hui est travaillé entre la DGA et qui va être déployé aussi au sein du CEAM. Donc il est en expérimentation. Donc l'on travaille avec les Indiens sur ce sujet-là, comme on travaille avec les Indiens sur le Rafale ou d'autres systèmes d'armes. Cela est cohérent du partenariat stratégique à la France avec l'Inde, on le développe. Moi-même, je partage que j'ai été responsable de ce qu'on appelle la mission Pégase 23 dans l'Indo-Pacifique en 2023. Donc le travail que l'on fait avec un certain nombre de partenaires dans certaines régions du monde, il est fondamental et il passe évidemment aussi par des échanges autour de capacités militaires. Et là-dessus, la France, elle a naturellement développé un certain nombre d'actions et de façons de travailler qui font qu'elle est un partenaire de confiance, en particulier de l'Inde, mais aussi d'autres. Et donc oui, ce type de solution de développement laser avec des techniciens remarquables que sont les Indiens, je crois qu'il a vocation à se développer. Pour Eurenco, j'ai aujourd'hui assez peu d'éléments. Je vous avoue, au-delà de l'enquête, alors je suis persuadé qu'il y a des éléments que je pourrais vous rapporter, mais pour l'instant, je ne les ai pas en main propre. L'affaire est arrivée très récemment.
Il faut, dans un premier temps, s'assurer qu'effectivement c'était un drone et le caractériser, savoir de quel type de drone il s'agit. J'ai des informations qui me font penser que c'est un drone, on va dire, un peu du commerce classique, ce qu'on appelle les drones DJI. Donc de volume raisonnable, mais il faut effectivement aller beaucoup plus loin et l'enquête là-dessus est en cours. Oui, tout à fait. Monsieur le ministre, sur les drones à fibre optique, eh bien, je rejoins votre analyse. Hein. Ils ont été faits justement pour qu'on ne puisse pas les brouiller. Et donc, il y a deux façons de le contrer. La destruction cinétique. Et là, on pense à une destruction au but, un tir au but, hein, et aussi aux armes à énergie dirigée qui pourraient finalement détruire différentes puces électroniques et faire en sorte que le drone, à partir de là, ne soit plus en état de voler et tombe. Et puis, vous en parliez, les filets. Aussi les protections passives qui peuvent permettre sur ces drones-là de les contrer. Voilà pour l'instant les deux éléments qu'on a face à ces drones qui sont évidemment faits pour lutter contre le brouillage. Et sur l'usage accru des éléments que vous évoquiez, oui, leur âge, enfin, voilà, on associe toujours leur âge brouillage dans la manœuvre. Hein. Et donc on retrouve ces techniques-là. Se camoufler, les barrages fumigènes, être mobile, avoir même des leurres hein, autour de nous, de façon à ce que les drones qui veulent nous attaquer soient d'abord vus et ne soient pas menaçants pour nous, ça fait partie des éléments de la réponse. C'est bien ça, c'est une réponse qui doit... et là, le système de l'Ukraine, enfin ce qui se passe en Ukraine, nous fait réfléchir aussi, même sur au-delà de l'usage des drones, sur la transparence du champ de bataille que vous évoquiez et le fait qu'aujourd'hui, émettre à la radio, rester plus de quelques dizaines de minutes sur un même endroit, fait qu'on va avoir un objet, que ce soit un drone ou un missile, qui va être orienté sur nous. Donc c'est cette mobilité accrue face à la transparence du champ de bataille qu'interroge le drone, mais pas que le drone, et on retrouve effectivement ces astuces ou ces affaires qu'il faut développer. Merci beaucoup, mon général, pour ces propos, ces réponses et questions. Merci d'avoir eu ce souci de bien répondre à chacun de nos députés. C'est vraiment très agréable.